conférencier passionnant, que j'ai déjà entendu parler souvent. Si vous voulez un peu l'entendre plus, sachez qu'il est tout le temps sur Facebook. Tous les jours, il sort quelque chose de passionnant sur Facebook, sur des sujets extrêmement divers. Je lui laisse la parole et je vous demande d'abord de l'applaudir. Merci. Ravi d'être là. Bon, c'est un jour de manif. J'avais deux invitations qui étaient prévues, une à Liège aujourd'hui avec vous et cet après-midi à Airport. Je comptais retourner à Bruxelles entre les deux, mais je crois que je vais éviter parce que la route est assez difficile. Donc je préfère prendre mon temps avec vous ici et prendre mon temps à Airport cet après-midi. C'est notre manière, je pense, de faire avancer la cause de la lutte contre le changement climatique. Je dirais ici, dans la salle, qui pense qu'il faudrait mettre un terme à la construction européenne? Pas grand monde. Mais qui est satisfait de la manière dont ça se passe aujourd'hui, la construction européenne? Pas grand monde non plus. C'est bien là que se trouve le problème. On est dans un pays qui, je pense, a conscience que ce n'est pas la petite Belgique, et a fortiori pas la petite Belgique francophone, qui va faire face seule au changement climatique, ou au défi de l'asile et de l'immigration, ou au défi du terrorisme, ou contrer la puissance des multinationales, ou faire face à Poutine, à Trump, à Erdogan, etc. Je crois que nous, on comprend bien, on n'est pas des Français, on n'est pas des Britanniques, on n'est pas des citoyens d'une ancienne superpuissance mondiale. La Belgique n'a jamais été une superpuissance à elle seule. On sait très bien que si on veut peser, il faut faire partie de quelque chose de plus grand. Mais quand ce quelque chose de plus grand mène des politiques qui semblent aller à l'inverse, à rebours de l'intérêt général, on se pose quand même des questions. Et je ne vous cacherai pas que si je suis un partisan résolu de la construction européenne, je suis aussi un partisan résolu d'une réorientation fondamentale des politiques de l'Union européenne, parce qu'aujourd'hui, il n'est pas tout à fait illégitime de dire que l'Union européenne est, d'une certaine manière, le véhicule en Europe de la mondialisation néolibérale. Une mondialisation qui estime, pour faire simple, que ce qui est bon pour les plus riches profite à tout le monde, que ce qui est bon pour les multinationales profite à tout le monde, et que donc faire le bien des détenteurs de capitaux, faire le bien des multinationales, à la fin, ça profite à tout le monde, et donc c'est une bonne chose, il faut continuer. Je ne partage évidemment pas cette pensée unique, mais qui reste encore extrêmement répandue. Nous le voyons lors de nombreux votes au Parlement européen, lorsqu'il s'agit d'aller à rebours des intérêts du big business, eh bien, c'est difficile de trouver des majorités. Aujourd'hui, lorsque, par exemple, on va prendre un traité qui est bien connu en Wallonie, le traité de libre-échange avec le Canada, le CETA, ce traité a été ratifié par 2/3 du Parlement européen. Nous aurions pu l'arrêter. À ce moment-là, nous aurions pu l'arrêter bien avant que l'affaire n'arrive en Belgique. Nous aurions pu mettre un terme à l'aventure, mais pour ça, il fallait disposer d'une majorité, et nous n'en disposions pas. Ce qui signifie donc que pour 2/3 du Parlement européen, un pareil traité, qui est clairement construit sur la base des intérêts des multinationales, et bon, c'est assez difficile de nier. Je veux dire, quand vous créez des tribunaux d'arbitrage qui sont accessibles exclusivement aux détenteurs de capitaux, vous donnez un levier aux détenteurs de capitaux contre les États. Lorsque vous décidez que la règle générale, c'est la privatisation, et l'exception, le maintien dans le giron public d'un certain nombre d'activités, vous faites le jeu des multinationales, je pourrais continuer comme ça, à satiété. Donc clairement, ce traité est un des instruments de la version néolibérale de la mondialisation. Eh bien, 2/3 des députés européens estiment que c'est une bonne chose. Et vous allez dire, oui, comment c'est possible? Ben, vous avez évidemment tous les partis qui se réclament peu ou prou du néolibéralisme, et je commence par les libéraux qui ont été les porteurs initiaux de cette mutation malsaine du libéralisme, mais bien sûr le PPE, le Parti populaire européen, dont on parle un peu ces jours-ci avec l'affaire Orban, la droite eurosceptique, mais tout ça ne fait pas 2/3 du Parlement européen. Il a fallu que 2/3 du groupe socialiste rejoignent ce camp-là pour amener la majorité pour ratifier le CETA. Et donc on se rend compte que même dans les partis qui autrefois se réclamaient de la gauche, eh bien, l'idée que la mondialisation néolibérale, a priori, est quelque chose de plutôt bon, est aussi. Et je pense que c'est là que se trouve le problème. Je ne pense pas que la montée des nationaux populistes en Europe
est d'abord due au fait qu'une majorité, enfin non, un nombre croissant d'Européens deviennent racistes ou deviennent nationalistes. Je pense que si ce type d'électeurs existe, je pense que les rangs de ces partis-là ont été renforcés depuis quelques années par ceux qui ne veulent plus d'une Europe qui soit le véhicule de la mondialisation néolibérale, le véhicule d'intérêt très particulier, puisque je vous rappelle que le rapport d'Oxfam de début d'année nous indiquait que 26 ou 27 personnes, pas 27 000 personnes, 27 personnes possèdent autant que la moitié de l'humanité. Autrement dit que nous sommes dans un mécanisme, dans un système qui permet la concentration de la richesse de manière sans précédent sur la planète. Eh bien, cette concentration est rendue possible non pas par les forces de la nature, mais bien par des choix politiques, des choix fiscaux, des choix sociaux. Le fait de faire, par exemple, en Europe, une union économique et monétaire sans faire une union sociale et fiscale. Il n'y a rien que de faire ça. Qu'est-ce que vous faites? Vous mettez en concurrence sur un marché unique 28 systèmes de protection sociale différents, 28 systèmes fiscaux différents, et forcément, quand vous mettez les systèmes sociaux et fiscaux en concurrence les uns avec les autres, c'est une concurrence qui mécaniquement se fait au moins 10 ans, et pas au mieux 10 ans. Puisque les arbitres de cette concurrence, ce sont ceux qui jouent sur tout le marché intérieur, forcément, les grandes entreprises, pas les PME, et les grands détenteurs de capitaux. Ce sont eux qui peuvent jouer la concurrence entre les États membres et donc produire ce nivellement par le bas que nous observons aujourd'hui, le nivellement par le bas de nos normes sociales, de nos normes environnementales, de nos normes de marché du travail, on n'arrête pas de parler de flexibilisation du marché du travail, de nos normes fiscales, on va dire on va abaisser encore, et c'est de nouveau la tendance générale en Europe, on va abaisser l'impôt des sociétés, on va abaisser les impôts sur le patrimoine, et à votre avis, qui reste alors pour payer les services publics? Eh bien, ceux qui n'ont pas le choix, qui ne savent pas bouger, qui ne savent pas jouer un État contre un autre, c'est-à-dire les contribuables ordinaires, les petites et moyennes entreprises, et ce sont celles-là que l'on presse comme des citrons. Ne vous étonnez pas que se produisent des mouvements comme les Gilets jaunes. Très franchement, ce qu'il y a de plus étonnant dans ce mouvement, qui est, je trouve, plutôt un mouvement réjouissant, c'est le fait qu'il n'arrive que maintenant. Ça fait 30 ans que ça dure. Ça fait 30 ans qu'on flexibilise les marchés du travail, ça fait 30 ans qu'on fait des réformes fiscales qui rendent nos fiscalités de moins en moins redistributives, de plus en plus anti-redistributives. Et ça n'est que maintenant que des citoyens se révoltent, ce qui prouve que nos citoyens sont des gens patients, plutôt qu'impatients. Et trop, c'est trop. C'est là qu'on en est aujourd'hui. Alors, vous allez me dire, mais comment se fait-il, parce que c'est ça la question à 10 milliards d'euros, c'est comment se fait-il que des majorités élues, parce que ne vous y trompez pas, j'ai vu qu'il y a des questions sur le lobbying, je vais en parler maintenant, comment se fait-il qu'une majorité d'élus prennent des décisions dont l'effet mesurable, et rapidement mesurable, est de profiter à une minorité? On va prendre Emmanuel Macron, qui, comme vous le savez, est un de mes amis. Les premières réformes fiscales d'Emmanuel Macron sont des réformes fiscales qui ont très concrètement augmenté le pouvoir d'achat des 1% les plus riches en France de 6%. D'accord? Donc les plus riches en France ont profité immédiatement et significativement des réformes fiscales, alors qu'on peut être assez d'accord pour dire que ce n'est sans doute pas eux qui en avaient le plus besoin, n'est-ce pas? Donc, comment se fait-il? Bien. On peut évidemment se dire, ce sont les lobbies qui tiennent la main des décideurs politiques. Mais il se fait que quand on vote au Parlement européen, quand on vote au Conseil européen, c'est-à-dire les représentants des États membres, donc les lois européennes sont adoptées par une double chambre, si vous voulez, le Parlement européen, où je siège, des élus directs, et puis le Conseil des ministres, qui est l'émanation des 28 gouvernements de l'Union. Alors, nous sommes comptables directement de nos actes devant les citoyens. Les gouvernements sont comptables de leurs actes vis-à-vis des citoyens au travers de leurs parlements nationaux. C'est les parlements nationaux qui contrôlent les gouvernements et donc en principe les décisions que prennent les gouvernements. Mais sachez que la décision politique, quand il s'agit de prolonger le glyphosate, quand il s'agit d'adopter le CETA et tant d'autres décisions légales ou réglementaires, ces décisions sont prises par des politiques. N'imaginez pas qu'il y a quelqu'un qui tient ma main au moment où je vote. C'est moi. Et donc, ça ne sont pas les lobbies qui votent,
ce ne sont pas les lobbies qui écrivent les lois, sauf si les politiques, les élus, le veulent bien. Et ça, par contre, ça se passe. Et rappelez-vous cet épisode, enfin vous étiez 5 ans plus jeune, donc je ne sais pas si vous vous intéressiez à l'époque à la politique, mais pendant la campagne électorale précédente, en 2014, Louis Michel avait été surpris déposant 250 amendements écrits par le lobby de l'industrie du numérique, pendant même qu'il était en Afrique. Et ça a été révélé, donc c'était des amendements écrits par des tiers. Et ils ont été déposés parce que Louis Michel le voulait bien. Si Louis Michel avait dit « allez vous faire foutre, moi je ne dépose pas ces amendements », ces amendements n'étaient pas déposés. Et donc la question c'est qu'est-ce qui fait que, de manière volontaire, une majorité de politiques font la volonté d'une minorité? Première hypothèse, c'est tous est corrompu. Je dis on entend ça. Je ne dis pas que vous n'avez jamais entendu où les politiques, de toute façon, c'est des gens qui sont défendus, des corrompus, qui s'en mettent plein les fouilles. Alors, est-ce que ça existe? Absolument. Je veux dire, c'est pas en province de Liège que je dois et vous n'êtes pas une exception. Hein. Simplement, l'esprit principautaire a quelques aspects un peu particuliers, mais ce que je veux dire, c'est que la corruption en politique, ça existe. Ça existe, mais est-ce qu'on peut dire au moment du vote du CETA que les 2 tiers des députés européens donc, qui ont voté la ratification du CETA avaient été payés par des entreprises? Je ne pense pas que c'est crédible. Alors bien sûr, on l'a vu récemment, certains partis politiques européens sont financés par des multinationales pour une petite partie de leur financement. Enfin, malgré tout, quand vous recevez 10, 20 ou 30 000 euros d'une multinationale qui s'appelle Bayer, après ça, prendre des positions anti-glyphosate, c'était un peu compliqué. Bayer a racheté Monsanto, qui est la maman du glyphosate. Hein. Donc clairement, ça, oui, mais on n'en est pas au point des États-Unis, où une campagne électorale pour la Chambre des représentants coûte en moyenne, alors on dit aujourd'hui c'est 20, mais c'est en tout cas, il y a 5-6 ans, le prix moyen d'une campagne électorale aux États-Unis était de 10 millions de dollars. 10 millions de dollars tous les 2 ans, ça veut dire 5 millions de dollars par an. Vous ne trouvez pas ça juste en faisant la quête dans la rue et par le crowdfunding. Donc, si vous voulez ce genre de montant pour faire votre campagne, il faut que vous soyez financé par des entreprises. Et donc, quelque part, aux États-Unis, on a organisé la mise en coupe réglée du monde politique par le monde de l'entreprise. Ce n'est pas le cas en Europe. Je veux dire, les campagnes électorales, et c'est une bonne chose, sont financièrement limitées par la loi, et donc on n'a pas besoin, Ecolo n'a pas besoin d'avoir du financement d'entreprises privées pour mener ces campagnes électorales, qui sont parfois des campagnes victorieuses. Et donc j'ai été élu avec des montants qui n'ont absolument rien à voir avec les 10 millions de dollars qu'il faut à mes alter ego aux États-Unis pour se faire élire à la Chambre des représentants. Donc, l'idée que le monde politique serait vendu au pouvoir d'argent fait bien dans le discours, mais sauf qu'elle correspond que très partiellement à la réalité. Donc, si on ne peut pas dire que les 2 tiers des députés qui ont voté le CETA ont été achetés, autre chose doit jouer. Et un deuxième mécanisme, qui est peut-être pas de la corruption directe, mais de la corruption indirecte, ce sont les conflits d'intérêts. Je veux dire, si demain, l'une ou l'un d'entre vous devient mon assistant ou mon assistante, il vous sera, si vous êtes payé à plein temps pour être mon assistant, il vous sera interdit de gagner 1 euro d'une autre activité. D'accord? C'est interdit. Moi, votre patron, je peux gagner autant que je veux, en plus de mon salaire de député européen. C'est légal. La seule contrainte, c'est que je dois déclarer mes activités rémunérées en dehors de mon rôle de député et donner une fourchette de la rémunération annuelle. D'accord? Je ne dois pas donner des montants précis, plus une fourchette. C'est légal. Ce qui fait qu'un certain nombre de députés, je pense à mon collègue ancien Premier ministre de ce pays, Guy Verhofstadt, gagnent en fait plus de rémunération extérieure à leur rôle de député européen que leur rémunération de député européen. Ça, c'est problématique. Je veux dire, c'est un conflit d'intérêts. Si vous êtes rémunéré pour siéger dans les conseils d'administration en même temps que vous êtes législateur, c'est évident que vous êtes dans les législations qui touchent potentiellement aux intérêts des entreprises dont vous êtes administrateur, vous êtes dans une situation de conflit d'intérêts. Et ça, c'est déjà plus répandu. Il est plus fréquent de constater que
que des eurodéputés ou des gens qui sont dans la politique nationale ont des conflits d'intérêts. Alors ces conflits d'intérêts peuvent être simultanés, je suis en même temps député européen et administrateur de société, ou différés dans le temps. C'est-à-dire que à l'instant T, je suis député européen, mais j'ai de bonnes raisons de croire que si à l'instant T+1, je ne suis plus député européen, il se trouvera quelqu'un du monde des affaires pour me fournir un job de pantouflage confortable et bien payé pour avoir une fin de carrière pas tout à fait dans le besoin. Ça, ce sont des choses que l'on rencontre plus fréquemment. Néanmoins, je reviens à ce vote pour le CETA. Si 2/3 de 751 députés ont voté ce traité de libre-échange, est-ce qu'on peut dire qu'il est probable que tous ceux qui ont voté pour sont dans une situation de conflit d'intérêts, donc de corruption directe ou de conflit d'intérêts? Je pense que ça n'est pas crédible non plus. Tous les députés, tous les décideurs politiques ne finissent pas administrateurs de société ou rémunérés pour des services bidons par le monde de l'entreprise. Et là, on touche, je pense, à la cause la plus difficile à adresser, c'est en fait la capture intellectuelle. C'est le fait que, lorsque je rencontrais, je me rappelle, une secrétaire d'État socialiste portugaise, en la priant de faire en sorte que son gouvernement vote contre le CETA, elle disait, mais enfin, ben non, pourquoi? Le commerce international, c'est quand même bien. Oui, mais en fait, pas n'importe quel commerce international. Oui, mais non, allez, on va quand même pas, c'est quand même bien. Et c'est en fait cette idée qu'en effet, et bon, je suppose que vous avez tous eu un cours d'économie. Bon, ben, il y a 99,9 chances sur 100 qu'on vous a enseigné les bribes de la théorie économique néoclassique, qui est une imposture intellectuelle, une vraie imposture intellectuelle, et qui fait des hypothèses du genre, les acteurs sont rationnels, les marchés tendent naturellement à l'équilibre, il est possible justement pour les acteurs rationnels de connaître toute l'information possible, de la processer, d'envisager tous les futurs possibles et de faire de la sorte des choix rationnels. Il est possible d'avoir des marchés où la concurrence est libre et non faussée. L'argent n'a pas d'impact sur les échanges, c'est juste un fluidifiant des échanges. On peut avoir une croissance infinie dans un monde fini, enfin je pourrais continuer comme ça ad infinitum. Toutes ces hypothèses sont totalement fallacieuses, sont prouvées fausses par la réalité. Et quand on entend cette théorie, eh bien oui, on en arrive à dire que rendre les riches plus riches, ça profite à tout le monde, que maximiser les flux de commerce international profite à tout le monde. C'est faux. Je veux dire, si vous avez entendu parler de David Ricardo et de sa théorie des avantages comparatifs, David Ricardo lui-même dit, donc c'est un économiste classique, c'est lui qui est à la base de cette idée que la spécialisation de chaque pays dans ce qu'il fait le mieux profite à tout le monde. Et donc vive le commerce international. Petit détail, David Ricardo écrit dans une note de bas de page de son manuscrit original, que dit-il? C'est dans l'hypothèse où les capitaux circulent librement, la théorie des avantages comparatifs ne tient pas. Alors, dans ce cas-là, les flux de commerce internationaux tendent à enrichir certains États au détriment des autres. Et ça, en général, on n'enseigne pas dans les cours d'économie. Et donc, on vous fait croire que, en effet, le commerce international profite à tous. Vous savez, la marée fait monter tous les bateaux, ce genre de métaphore un peu idiote. C'est le genre de choses qu'on vous fait gober. Et quand, en plus de ça, dans la classe politique, déjà, quand on utilise ce terme, on se dit qu'il y a un problème. La classe politique, ça ne devrait pas exister. Dans une démocratie représentative, les représentants devraient faire partie de la société et pas constituer une classe à part. Mais il se fait que, comme vous le savez, la politique est devenue très largement une carrière. Et lorsque, de la vie, la seule chose que vous connaissez, c'est la politique, du reste de la société, vous connaissez ce qu'on vous en raconte. Et si ceux qui gravitent autour de vous vous racontent tous la même chose, c'est-à-dire que faites le bien de Volkswagen parce que c'est bon pour l'Allemagne, faites le bien de BNP Paribas, c'est bien pour la France, et je peux continuer ainsi, vous avez tendance à croire, puisque tout le monde le dit. Quand Emmanuel Macron, aujourd'hui, dit « l'impôt de solidarité sur la fortune est un impôt stupide et inefficace », tout le monde me le dit. La question, c'est qui est tout le monde? Et tout le monde que Emmanuel Macron rencontre.
Il sait que Emmanuel Macron rencontre un sous-ensemble de la société qui est tout sauf représentatif. Mais bien sûr, tout cela lui disent « arrête avec ce truc », et vite fait. Et ça, c'est le problème, c'est qu'on a de plus en plus une classe politique qui est hors sol, qui est déconnectée des enjeux réels, et donc qui croit qu'en effet, plus de flux de commerce international, c'est très bien, plus de flexibilité sur le marché du travail, c'est très bien, plus de croissance, c'est très bien, je peux continuer ainsi. Et quand vous dites « mais non, en fait, non, on n'est pas d'accord », qu'est-ce que vous entendez comme réponse? Nous devons mieux expliquer nos politiques. Combien de fois avez-vous entendu ça? Si les gens ne sont pas d'accord avec nous, c'est que nous n'avons pas assez bien expliqué nos politiques. Flexibiliser le marché du travail, les jobs, les contrats de travail à 0 heure, les jobs, l'ubérisation du travail, etc. Vous n'êtes pas d'accord, mais c'est bon pour vous. Ah, vous n'y croyez pas. Je vais mieux vous expliquer que c'est pour votre bien. Activer les chômeurs, c'est-à-dire retirer 30 000 chômeurs de l'indemnisation du chômage et les renvoyer au minimex, c'est bon pour eux, c'est bon pour vous. Vous ne le comprenez pas, mais nous faisons votre bien. En français, ça veut dire que vous êtes vraiment trop con. Parce que quand vous aurez compris, vous serez évidemment d'accord avec nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une seule manière de penser, la pensée unique. Et si vous n'êtes pas d'accord avec la pensée unique, vous êtes, comme le disait Alain Mac, un autre de mes favoris, un de ces idéologues, enfin, pamphlétaires néolibéraux, vous êtes en dehors du cercle de la raison, si vous ne pensez pas comme nous. Vous êtes forcément déraisonnable. Oui, sauf que, moi qui suis ingénieur civil de formation, j'ai quand même eu, pas seulement, j'ai fait une mineure en économie, donc j'ai vu, à l'époque je ne réalisais pas à quel point c'était du bullshit ce qu'ils nous racontaient, mais j'ai quand même eu des cours de physique, et j'ai appris la thermodynamique, et ça, je pense que tous les économistes devraient avoir touché à la thermodynamique, parce que la thermodynamique nous parle de l'énergie, et l'énergie se dégrade, et on ne peut pas faire n'importe quoi avec l'énergie. Et c'est là qu'on commence à toucher à la réalité, qu'on ne peut pas faire une croissance infinie dans un monde fini. Non, ça n'existe pas. Ça, c'est pas possible, c'est juste pas possible. Et donc, en fait, le fait est que vous avez une classe politique qui est très largement hors sol, et qui, en fait, se trouve en dehors du cercle de la raison, et qui croit à l'idéologie. Et ça, vous débarrasser de ça, c'est très compliqué. Parce que vous pouvez faire des lois contre les conflits d'intérêts. Vous pouvez faire des lois anti-cumul. Vous pouvez faire des lois qui interdisent le financement des partis politiques par les entreprises privées, etc., etc. Tout ça sont des choses que vous pouvez faire. Vous ne pouvez pas faire des lois, j'allais dire, contre la bêtise. Vous ne pouvez pas faire des lois qui obligent les élus qui décident à cesser de croire des balivernes. Et le problème, c'est qu'on est ici dans un système de croyance. Je crois à la théorie de l'acteur rationnel représentatif. Je crois à la théorie de l'efficience des marchés. Je crois à la loi de l'offre et la demande. Je crois à la théorie des avantages comparatifs. Mais c'est la croyance. Et on peut changer de marque de voiture préférée. On peut changer de réalisateur de cinéma préféré. On peut changer de préférence vestimentaire. On peut changer de partenaire sexuel. On peut changer de plein de choses. Mais changer de religion, ça, c'est très difficile. Parce que ça touche à votre identité. Et pour quelqu'un qui a toujours dit « enrichissez les riches, ça profite à tout le monde », revenir devant l'électeur en disant « écoutez les gars, en fait, ce que je vous ai raconté, c'est des balivernes, et en fait, c'est pas vrai, on doit changer notre politique fiscale dans un autre sens, on doit arrêter de flexibiliser le marché du travail », c'est très difficile, parce que vous touchez là à votre propre identité. C'est dire « je me suis trompé, j'étais à côté de la plaque, j'ai cru à des balivernes ». Et ça, c'est très très difficile à obtenir. Voilà donc pourquoi je pense les choix politiques en Europe et ailleurs dans le monde, mais en Europe en particulier, sont des choix politiques qui sont orientés dans l'optique néolibérale parce qu'on a toujours fait comme ça, parce que c'est la religion dominante. Et quand la religion dominante est forte, ben, il est difficile d'en sortir. Alors elle subit quelques coups de boutoir ces derniers temps, mais ce n'est pas facile. Et donc, pour ceux qui s'inquiètent du lobbying, je vous invite à vous réjouir du lobbying. Parce que les centaines de millions dépensés chaque année par des entreprises pour tenter d'influencer, parfois avec succès, les choix politiques sont la démonstration la plus éclatante que les détenteurs du pouvoir politique ont le pouvoir. Si nous ne l'avions pas, est-ce que vous pensez vraiment que toutes ces entreprises dépenseraient du temps, de l'énergie et de l'argent pour essayer de nous influencer? Ben non, évidemment. C'est bien la preuve qu'on a le pouvoir. Simplement,
il faut la volonté de s'en servir. Et les jeunes qui manifestent dans les rues pour le changement climatique, on en a rencontré une série cette semaine-ci au Parlement européen à Strasbourg, ont raison de dire, écoutez, la question, c'est pas qu'il n'y a pas de solution, le problème, c'est qu'il n'y a pas de volonté de mettre en œuvre les solutions. Et donc le problème, là où ça coince, c'est la volonté politique, c'est pas l'inexistence ou le manque de compréhension du réel. On comprend le réel, enfin, je veux dire, il y a suffisamment de scientifiques qui nous rappellent. Simplement, il faut avoir la volonté de faire évoluer le système. Alors, pourquoi l'Europe? Pourquoi alors je reste absolument convaincu de la nécessité de l'Union européenne? C'est justement que si on veut changer de système, la Belgique, c'est assez petit. Et je peux comprendre l'argument de ceux qui disent, oui, mais enfin, regarde, l'Europe est néolibérale. Elle est néolibérale dans les traités, ce qui est partiellement vrai. Elle est néolibérale dans ses majorités politiques. Donc, je dis, espérer qu'on puisse faire basculer le centre de gravité politique en Europe, c'est bien gentil, mais ça n'arrive pas de se produire, donc quittons l'Europe, puisque l'Europe est néolibérale. Poussons le raisonnement jusqu'au bout. La Belgique, donc, décide que l'Europe est décidément trop néolibérale, nous la quittons. En fait, ça va déjà coincer, puisque, comme vous le savez, la Belgique, ce sont, on va dire, 3 communautés, 3 régions, mais si on regarde au nord de ce pays, vous constatez que les partis qui défendent l'idéologie néolibérale sont très largement majoritaires. Et donc, ils vont dire, pas question qu'on sorte de l'Union européenne. Donc, les francophones de Belgique vont se dire, ah mais non, alors, si c'est comme ça, ben nous, quittons la Belgique, et donc, par là même, l'Union européenne. Et donc, vous vous retrouvez avec les 4,5 millions de Wallons, et de bruxellois francophones peut-être, qui diront, ah, maintenant on se retrouve entre nous, des gens où, pour faire schématique, PS plus écolo plus PTB ont une majorité, donc on va pouvoir mener une autre politique. Ouais, enfin si on veut. Sauf que, évidemment, nous pesons un coup fétique. Et donc, nous ne risquons pas d'avoir beaucoup d'influence. Et donc, le vrai enjeu, c'est de revenir au niveau européen et de dire, ben non, il faut faire évoluer les majorités au niveau européen. C'est la seule garantie de réorienter les politiques de l'Union européenne vers quelque chose qui se rapproche plus de mettre la dignité humaine au centre de toute activité. Et non, la maximisation des profits n'est pas un substitut à la réalisation de la possibilité d'une vie digne pour toutes et tous. Non, ça non. La maximisation des profits et leur concentration est en fait antinomiques avec la poursuite de l'idéal d'une vie digne pour tous. Et donc c'est là que ça joue. C'est là que ça se joue. Et ceux qui me disent, ouais, mais enfin, écoute, tu poursuis des miroirs aux alouettes, ça ne se passera jamais. Admettre la défaite, c'est garantir la certitude de la défaite. Je ne suis pas du genre à me laisser abattre. Et je constate que, pour revenir toujours au vote du CETA, il ne nous fallait pas 2 tiers dans l'autre sens pour bloquer le CETA. Il nous fallait juste la majorité. Et donc, si un 6e du Parlement avait basculé d'un côté vers l'autre côté, ben, ça avait été bloqué au Parlement européen. Ah ah! Un 6e, c'est pas hors de notre portée, c'est 16 ou 7% du Parlement, et ça doit être jouable quand même. Et voilà, donc c'est là que ça se joue. Alors, ça c'était un long récit sur la question des lobbies et finalement de la raison pour laquelle l'Europe mène des politiques néolibérales. Et ça répond déjà à un certain nombre de remarques que vous aviez faites dans la préparation de cette réunion. Je regarde la puissance des lobbyistes. Qu'est-ce que j'allais dire? Le chacun pour soi, la solidarité uniquement quand tout va bien, le pouvoir d'achat qui diminue, les disparités fiscales énormes, etc., etc. Tout ça fait partie de la même problématique. Quand certains d'entre vous parlent de l'échec de l'Union sur le plan économique, mais non, c'est un grand succès. L'Union européenne est beaucoup plus riche aujourd'hui qu'elle ne l'était au moment de sa fondation. Maintenant, petit détail, cette richesse n'est pas nécessairement bien distribuée. Et si vous regardez macroéconomiquement parlant, à part le petit accroc de la crise financière, l'Europe ne se porte pas si mal que ça. Maintenant, si tout le monde n'en profite pas, c'est que certains, dans leur fonction d'utilité, trouvent que travailler ne vaut pas la peine. Et donc voilà, s'ils sont pauvres, s'ils sont dans la dèche, c'est parce que pour eux, c'est préférable. Ne vous occupez pas d'eux parce que c'est leur choix, quoi. Vous connaissez? C'est l'homo economicus, vous connaissez, c'est un livre là, mais
Quelques autres remarques. Oui, sur le fait que les institutions de l'Union sont trop éloignées du citoyen, qui trouve que le gouvernement fédéral est proche du citoyen. Bon, donc ça n'est pas seulement le fait de l'Union européenne. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire être proche du citoyen? Il y a deux manières. Il y a la manière que je pratique ce matin avec vous, c'est d'être présent à la rencontre du citoyen. Et c'est très important. Donc je dis toujours, dans le rôle de l'Union, il y a une double responsabilité. Et si je suis député, je suis payé pour faire de la loi, et de préférence de la loi qui profite à l'intérêt général. Si je suis ministre, je suis censé gérer une région, un pays, si je suis commissaire européen, l'Union européenne dans un domaine particulier, dans le sens de l'intérêt général. Mais ça ne peut pas s'arrêter là. Parce que nous vivons dans un régime de démocratie représentative où les représentants sont censés être en lien avec les représentés. Et ça, ce n'est pas un truc qu'on fait juste 2 mois avant les élections. C'est un travail permanent. Et donc, quand des gens qui comme ici, m'invitent, me remercient de prendre le temps, mais non, non, ça fait partie du job. Donc, ce n'est pas un truc qu'on fait quand on a pu dégager un peu de temps du reste, non. Ça fait partie intégrante du job, de faire le travail de terrain. C'est une première manière d'être proche, et je prétends en tout cas qu'il y a moyen d'être. Alors je suis dans une situation très particulière, puisque je suis eurodéputé belge, francophone, bruxellois, c'est-à-dire que je réside à 10 stations de métro du Parlement européen, ce qui me donne un avantage considérable sur mes collègues, qui doivent voyager tous les lundis de leur circonscription. Alors c'est parfois très, très proche, Paris, c'est parfois très loin, Chypre. Je veux dire, vous perdez quasi la journée pour venir à Bruxelles. Donc, ceux-là ont évidemment un désavantage, c'est que non seulement ils doivent voyager, mais pendant la semaine, ils ne sont pas dans leur circonscription. Ils ne peuvent pas faire ce que je fais maintenant, être présents dans des écoles, dans des syndicats, dans des associations, dans des fédérations patronales, pour interagir avec leurs mandants pendant la semaine. Donc, pour eux, c'est plus difficile. Mais moi, je n'ai pas d'excuse. Je n'ai pas d'excuse comme eurodéputé belge, je n'ai pas d'excuse pour ne pas être sur le terrain. Mais il y a une autre manière d'être proche ou pas, on va encore voir parce qu'à force de causer, il y a une autre manière d'être proche ou pas des citoyens. De toute façon, il y a une autre manière d'être proche du citoyen ou pas, c'est évidemment la politique qu'on fait pour le citoyen. Parce que vous savez, quand on regarde les dérives de la politique en Belgique, cumul des mandats, le règne des fils d'eux et des filles d'eux, etc. Vous savez, dans les années 60, dans les années 70, ça existait déjà. Sauf que la défiance à l'égard du politique n'était pas aussi forte. Le deal, c'était un peu, bon, je sais qu'ils en profitent un peu, que c'est un peu, ils sont un peu entre eux, etc. Mais enfin, bon, si moi j'y trouve mon compte, ça va. Mais si maintenant, cette même classe politique qui vit sur elle-même commence à mener des politiques qui sont nuisibles à la majorité de la société, la majorité de la société se sent plus représentée. Se sent plus représentée. Vous savez, j'ai fait un discours à Macron le 17 avril, il y a 1 an, et j'ai eu donc des milliers de messages, et c'était très frappant de les lire, le nombre de personnes qui disaient « Merci d'avoir parlé en mon nom, d'avoir dit ce que j'aurais voulu lui dire. Merci de me représenter. » Et là, vous retissez du lien. Or, je suis éloigné C'était beaucoup de Français qui m'ont écrit, donc je suis éloigné de celles et ceux qui m'ont écrit de France. Physiquement, géographiquement, je ne suis pas trop par le langage, mais la proximité s'établissait par le fait que les personnes se sentaient représentées. Et ça, c'est crucial. C'est absolument crucial. Alors, est-ce que l'Europe est dans une situation, les institutions européennes sont dans une situation pire que les institutions nationales, régionales, locales? D'une certaine manière, oui, parce que ce n'est pas seulement la distance géographique, c'est la distance institutionnelle. C'est-à-dire que quand vous rajoutez des couches, et l'Europe, évidemment, c'est la 4e couche de démocratie représentative, il est plus facile de se cacher. Il est plus facile de défendre la veuve et l'orphelin devant les écrans de télé, devant une caméra de télé, et de faire l'inverse au Parlement européen. De ne pas défendre la veuve et l'orphelin. Parce que, figurez-vous, la veuve et l'orphelin ne se trouvent pas très bien ces derniers temps. Or, en campagne, et ça va commencer, je vous fiche mon billet que lorsque je débattrai avec mes
futurs collègues, peut-être, ils vont tous défendre la commune orphelin. Et donc, où est l'erreur? Quand on peut se cacher. Quand on peut se cacher derrière la complexité des institutions pour faire le contraire de ce qu'on a dit. Mais ça existe au niveau fédéral. Ça existe un peu moins au niveau régional, ça existe beaucoup plus difficilement au niveau local. Parce que là, c'est très difficile de se cacher. C'est-à-dire, si on dit pas de nouveaux centres commerciaux dans ma ville et qu'on fait un nouveau centre commercial, où on arrête la bétonisation de ma commune et on la continue, mais c'est assez difficile de dire c'est pas moi, c'est l'autre. Mais plus on est dans un truc grand et complexe, plus il est facile de se cacher derrière les autres pour faire l'inverse de ce qu'on avait dit. Rappelez-vous, c'était qui encore qui disait, en tout cas, nous n'irons jamais gouverner avec la RVA, ou nous n'augmenterons jamais, là, nous ne prolongerons jamais l'âge légal de la pension. J'ai oublié qui c'est, je crois que je ne peux pas prononcer le nom de ce parti, mais après ça, on fait le contraire. Maintenant, là, ça se voit. Ça se voit et donc ça devient difficile. Maintenant, il n'est pas toujours possible de faire 100% de ce qu'on avait annoncé, mais enfin, je veux dire, le fait, la question de la proximité, comme je dis, c'est d'abord une question de faire en sorte qu'une majorité de citoyens se reconnaissent dans l'action qui est menée. Alors, la question de décisions qui se prennent trop lentement ou qui ne sont pas assez concrètes, là, je dirais, bon, c'est clair que notre GIEC nous donne 12 ans pour régler la question climatique. C'est vrai qu'on a l'impression que tout ça ne va pas assez vite. Alors tout ça ne va pas assez vite. Si je regarde le trajet de la loi aux États-Unis et en Europe, qui sont deux très grandes juridictions, 320, 330 millions d'habitants d'un côté, 500 plus de l'autre, les durées sont à peu près analogues. Maintenant, faire de la loi de qualité, quand la loi est complexe, je veux dire la régulation bancaire par exemple, ça prend du temps. On ne prend pas plus de temps en Europe qu'on en prend aux États-Unis pour faire de la loi. Mais le facteur retardateur, c'est évidemment l'influence des éventuels perdants de la législation qu'on veut adopter. Autrement dit, la résistance des intérêts je veux dire, conservateurs, c'est ça qui ralentit le trajet de la loi. Et de nouveau, là, l'obstacle n'est pas tellement la complexité des législations, l'obstacle est le manque de volonté politique. Autrement dit, on aurait pu, la crise financière date de 2007-2008, on aurait pu, en 2009-2010, adopter une loi de séparation bancaire qui sépare les banques d'affaires des banques de détail. Non pas pour dire que les banques d'affaires sont nécessairement problématiques et les banques de détail sont nécessairement saines, puisqu'on peut faire des très grosses erreurs financières dans les banques de détail. Les prêts hypothécaires, c'est les banques de détail qui les font, ce n'est pas les banques d'affaires. Mais les séparer, ça fait des compartiments étanches dans le paquebot de la finance. C'est une loi qui n'est pas très difficile à faire. 10 ans après, on ne l'a toujours pas faite. C'est pas que c'est lent, c'est que la résistance au changement est extrêmement importante, et de nouveau, cette résistance, vous l'observez à tous les niveaux de pouvoir. On le voit bien quand il s'agit d'octroyer un nouveau permis pour un parc éolien, on voit bien que ça ne va pas vite en région wallonne. Pourquoi? Parce que la résistance est très forte. Une autre résistance, c'est évidemment la complexité des institutions. Et là, je me permets de rompre une lance contre les différentes réformes de l'État qui se sont faites en Belgique. Non, ça n'est pas vrai que nécessairement régionaliser les compétences produit plus d'efficacité. Ça peut être vrai, l'inverse peut être vrai aussi. Je veux dire, avoir 4 ministres du climat en Belgique, ça n'a pas de sens. Ça n'a juste pas de sens. Régler l'équation de la mobilité à et autour de Bruxelles en devant mettre autour de la table 3 régions, je trouve ça insensé. On organise l'immobilisme. Gérer Bruxelles avec 19 communes, avec des compétences de police ou de mobilité qui sont dispersées et miettées, ça organise l'immobilisme. Et donc, c'est peut-être pas très malin de poursuivre dans cette direction-là, mais de nouveau, quand vous dites qu'on va fédéraliser les compétences éventuellement au niveau européen, forcément ceux qui détiennent ces compétences aujourd'hui vont s'estimer spoliés. Vous savez que le pouvoir est quelque chose d'addictif, et que se défaire d'un pouvoir même de l'apparence du pouvoir. Prenons la question fiscale, il est assez logique, me semble-t-il, enfin ça tombe sous le sens que les multinationales devraient être taxées au niveau européen. Ça ne veut pas dire que toutes les recettes devraient aller au niveau européen, mais l'organisation de la fiscalité des grandes entreprises devrait se faire de manière unique, puisqu'on a un marché unique. C'est quand même assez logique. Sauf que les ministres nationaux des Finances qui sont en charge de la fiscalité des entreprises
n'ont pas envie de se défaire de leurs compétences pour la transférer au niveau européen, parce qu'alors c'est plus eux qui décident. Vous direz, aujourd'hui c'est pas eux qui décident. Quand Apple va en Irlande en disant on va s'installer chez vous à condition que nous ne payions pas plus que autant d'impôts, qui décide à votre avis? C'est pas le gouvernement irlandais qui décide, c'est Apple qui décide. Et donc, les États membres n'ont plus qu'une souveraineté théorique sur le plan de la fiscalité des entreprises. Mais on constate que les ministres des Finances s'accrochent à l'apparence de la souveraineté fiscale plutôt que de la transférer au niveau européen pour ensemble la reconquérir. Mais voilà, ça c'est un peu toujours le dilemme du prisonnier, mais malheureusement ça reste encore très présent dans le débat européen. Je vais encore dire quelque chose sur la question migratoire, puisque certains d'entre vous l'avaient évoqué. C'est un sujet qui n'est pas simple. Commençons par dire que ce n'est pas demain la veille qui disparaîtra. Autrement dit, le fait que des gens quittent l'endroit où ils vivent de manière forcée ne va pas disparaître demain. Je veux dire, entre les guerres, l'oppression, le changement climatique, l'épuisement des ressources, je veux dire, ces causes-là, elles ne risquent pas de disparaître demain. Même si on faisait tout bien, ce n'est pas demain la veille que ça va changer. Donc, le fait que des gens, dans le voisinage de l'Union européenne, doivent quitter leur chez eux, va se poursuivre. Et donc, se dire qu'on va pouvoir se mettre la tête dans le sable et ne pas répondre à cette question, c'est irresponsable politiquement. Maintenant, une fois qu'on a posé ça, il n'y a pas de réponse simple. Autrement dit, dire on va construire des murs suffisamment épais et hauts autour de l'Europe pour s'isoler de la misère du monde, je pense que c'est une illusion totale et dangereuse. La seule chose que ça produit, c'est d'augmenter le prix que peuvent extraire les passeurs pour faire passer les gens et augmenter les risques de décès en chemin. Autrement dit, si vous voulez augmenter le business des passeurs, vous devez rehausser la taille des barrières autour de l'Europe, parce qu'ils peuvent demander plus cher et ça devient plus dangereux de les traverser. Donc ce n'est pas une réponse. De la même manière, dire bon ben, ouvrons les frontières sans restriction, ça n'est pas non plus une solution réaliste. Autrement dit, la capacité de nos sociétés d'intégrer sans se dénaturer, elle n'est pas illimitée. Je vais prendre un exemple que je connais bien parce que je fréquente ce coin-là. En Saône-et-Loire, autour d'un petit village, on s'est organisé pour accueillir des réfugiés depuis, on va dire, depuis toujours, mais en fait, surtout depuis 2015. On peut dire que jusque maintenant, entre 50 et 60 personnes ont été accueillies par un ensemble de villages qui pèse à peu près 1 millier d'habitants. On aurait dit au même, et donc chaque réfugié ou chaque famille de réfugiés est accompagnée dans ses démarches administratives et de vie, d'intégration, par une famille locale. Donc c'est, je dirais, le meilleur scénario pour l'intégration, et je peux vous dire, ça ne va pas sans problème. Ça va pas toujours de soi. Il y a des belles réussites, il y a aussi des échecs. Si vous aviez dit à la même collectivité territoriale, écoutez les gars, c'est pas 50, c'est 500, ils auraient dit on ne sait pas faire. On ne sait pas faire. On ne sait pas faire les choses proprement. Donc il y a quelque part une limite, en tout cas, à la capacité d'accueil en fonction du temps. D'accord? Maintenant, est-ce que l'Union européenne, dans son ensemble, est proche de cette limite? Est-ce qu'elle est proche de la limite de ses capacités? Là, je pense que non. Certains pays ont fait énormément en matière d'asile et d'immigration, et vous vous rappelez évidemment de l'épisode de 2015, où, bien sûr, le principal pays frontalier, la Grèce, a fait énormément, elle a été sollicitée au-delà de ses capacités. Vous savez que la situation économique de la Grèce n'est pas brillante. Mais après ça, ces gens ont traversé les Balkans pour arriver en Autriche, qui a beaucoup accueilli, en Allemagne, qui a accueilli encore beaucoup plus, en Suède, qui, proportionnellement à sa population, a accueilli le plus de tout le monde. Et donc, il y a des pays qui ont été, je dirais, à la limite de leur capacité, voire au-delà. Je veux dire, l'Allemagne se rend compte aujourd'hui qu'intégrer 1 500 000 personnes à l'école, sur le marché du travail, dans le logement, etc., ça ne tombe pas du ciel. Il faut s'organiser. Ça prend du temps. Par contre, il y a beaucoup d'autres pays qui ont juste rien fait, ou qui sont très loin de la limite de leur capacité. Et donc, la question c'est, est-ce que c'est simple? Non.
Est-ce que pour autant c'est impossible? Non. Et là, je dirais que les paramètres de la solution sont nombreux, mais relativement simples à décrire. Un, il est clair que dès l'instant où l'Union européenne a comme caractéristique, et cette caractéristique, je pense, à laquelle beaucoup d'entre vous tiennent, c'est une zone de libre circulation des personnes. C'est la zone Schengen qui ne recouvre pas exactement l'Union européenne, mais presque. Et dès l'instant où on peut se balader librement en Europe, il est assez logique que la gestion de l'accueil de migrants et de réfugiés en Europe devrait être gérée de manière collective. Ça n'a pas de sens de dire aux États frontaliers, les gars, vous gérez, c'est votre problème. Puisque dès que les gens sont rentrés, en fait, ils peuvent se balader librement à l'intérieur de l'Europe. Donc, un, nous devons gérer cela collectivement. Deux, oui, c'est vrai, il faut gérer nos frontières. Mais il y a une différence. En général, comme dans le débat public, on dit il faut gérer nos frontières. Ce qui est sous-entendu, c'est qu'il faut fermer nos frontières. Non, il faut les gérer. C'est-à-dire, il faut faire en sorte que, lorsqu'on les traverse, eh bien oui, bien sûr, on soit contrôlé et qu'il y ait des moyens légaux d'accès à l'Union européenne. Si la théorie, c'est l'Europe forteresse et on ne peut pas rentrer, mais forcément, les gens rentreront de manière illégale. Si vous voulez que les gens rentrent de manière légale, il faut l'organiser. Ce qui veut dire, alors, pour les réfugiés, on ne peut pas contingenter. Nous sommes signataires de la Convention de Genève, donc n'importe quel demandeur d'asile qui demande l'asile en Europe doit voir sa demande examinée individuellement. Et on ne peut pas mettre de limite de nombre. Par contre, si vous ne tombez pas sous le statut de la Convention de Genève, là, il est possible pour les États de dire, ben, nous mettons des quotas. Nous mettons des limites, mais ces limites ne sont pas nécessairement à zéro. Autrement dit, nous nous mettons en mesure d'accueillir, mais dans la mesure de nos capacités. Troisième élément, c'est que si nous gérons ensemble, il faut être en état de partager l'effort d'accueil. Alors là, je crois qu'il faut être aussi très clair. Si, à terme, la migration a un effet relativement neutre sur l'économie, d'accord? Et ça, la plupart des études montrent que c'est soit légèrement favorable, soit légèrement défavorable à une économie d'accueillir. En fait, tout dépend. Le paramètre essentiel, c'est le taux d'emploi des nouveaux arrivés. Si le taux d'emploi est supérieur au taux d'emploi des habitants autochtones, ben, en fait, ils vont contribuer en net à l'économie. Si le taux d'emploi est inférieur, ils vont plutôt coûter à l'économie. Mais à la grosse louche, à terme, c'est neutre. Mais on ne peut pas dire que dans les premiers mois, dans les premières années, c'est neutre. Je veux dire, quand 1 500 000 réfugiés arrivent en Allemagne en 2015-2016, il faut les loger, il faut les nourrir, il faut les faire aller à l'école, etc., avant qu'ils ne puissent prendre leur part de la contribution à l'économie. Et donc, dans l'immédiat, l'accueil demande des efforts. Et donc, ces efforts doivent être partagés sur une base objective entre les États membres, en fonction de leur capacité économique, en fonction de ce qu'ils ont déjà fait, du nombre de réfugiés, de migrants qu'ils ont déjà accueillis. Voilà. Et figurez-vous que tous ces paramètres sont des paramètres sur lesquels nous avons su trouver une majorité au Parlement européen, et pas une petite, une autre majorité des 2/3, que nous avons trouvé autour d'une révision des textes législatifs dans ce sens-là. Gestion commune, allocation des nouveaux arrivants aux États membres en fonction sur base de critères objectifs, gestion raisonnée de nos frontières, etc., etc. Donc nous sommes prêts. Nous avons adopté les textes législatifs, mais je vous le disais tout à l'heure, nous sommes 2 législateurs. L'autre législateur, c'est le Conseil. Le Conseil des ministres, le Conseil des gouvernements, si vous voulez, de l'Union, qui depuis 2015 a fait de la question asile et migration sa question prioritaire, et depuis 2015 est incapable de s'entendre sur une réforme. Ils viennent de déclarer qu'ils renonçaient à l'objectif de trouver un accord. Ils ne cherchent même plus un accord. Évidemment, ils se sont fixés comme objectif d'avoir un accord, si un jour ils en ont un, à l'unanimité. C'est-à-dire avec des gens comme Orban, comme Kaczynski, ce qui est évidemment une autre manière de dire, en fait, on ne cherche pas un accord. Sur ces matières-là, la loi en Europe doit être adoptée à la majorité, pas à l'unanimité. On n'a pas besoin de l'unanimité. Et donc, ça ne sert à rien de dire qu'on recherche l'unanimité parce que ce n'est pas nécessaire. Tout ce qu'il faut, c'est une majorité. Et donc aujourd'hui, ça bloque parce que notre co-législateur a décidé de ne pas décider. Et donc cette réforme est complètement en rade, alors qu'au Parlement européen, il y a une volonté d'avancer dans ce sens-là. Dernier mot sur la question asile et migration, et puis après ça, on va passer aux questions. Moi, je comprends
concitoyens, en particulier ceux qui sont dans la précarité, qui se disent, mais attends un instant là, je vis dans un système qui me broie, m'exploite, me pousse dans la précarité toujours plus, et mon gouvernement, qui est l'instrument de cette précarisation, en même temps me dit qu'il faut accueillir des nouvelles personnes qui viennent d'ailleurs. Mais ça ne va pas, ça ne va pas, parce que vous faites entrer des concurrents directs à moi, et je suis déjà dans la dèche aujourd'hui. Je comprends tout à fait cette résistance, qui est aussi un des facteurs qui nourrit les partis nationaux populistes. La seule réponse crédible à ça est de dire « vous avez raison », et donc il n'est pas du tout logique de pratiquer une politique, je vais dire, inclusive vis-à-vis de gens qui frappent à notre porte, sans mener une politique inclusive à l'intérieur de nos frontières. Autrement dit, continuer à mener des réformes qui augmentent les inégalités dans nos pays, tout en accueillant des gens qui viennent de l'extérieur, c'est incohérent. Sauf si l'objectif est d'augmenter la concurrence sur le marché du travail, ce qui, à mon sens, est délétère. Donc si nous voulons qu'une politique, je veux dire, progressiste sur le plan de l'asile et de l'immigration soit socialement acceptable, elle ne peut que s'accompagner d'un changement de cap sur les politiques économiques et sociales qui sont menées à l'intérieur de notre pays. Autrement dit, la solidarité ne se divise pas. Si vous voulez faire preuve de solidarité vis-à-vis de l'extérieur, vous devez faire preuve de solidarité à l'intérieur de vos frontières aussi. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire à titre d'introduction. Je ne sais pas, bon, ben, ça va. On a fait moins qu'une heure, donc c'est bon. Donc on a quoi, une heure pour échanger? C'est ça? Très bien. Voilà. J'ai confiance en vous. Je sais que vous avez moult questions intéressantes à poser à l'orateur. Je sais que vous avez des inquiétudes, vous avez des remarques, vous avez des griefs à exprimer. Alors faites-le en toute liberté, tant que c'est poli, il n'y a aucun problème. Qui veut commencer? J'ai un micro qui va atterrir Noël. Qui commence le premier? Allez. J'ai vu que vous faisiez partie du pacte finance-climat, vous n'en avez pas parlé aujourd'hui. Donc j'aimerais bien que, si c'est possible, que vous en parliez un petit peu. Alors, très intéressante question. Donc, vous entendez des gens comme Bart Debé, ou je ne sais plus, enfin, des gens qui disent, enfin, tout ça c'est bien gentil, le changement climatique, qu'est-ce que vous voulez? On ne sait pas se payer, hein, ça c'est bien trop cher. Hein. Donc il faut continuer. Donc on sait se payer de sauver les banques, on sait se payer d'enrichir les riches, on sait se payer de donner des cadeaux fiscaux aux multinationales, mais on ne sait pas se payer la lutte contre le changement climatique. Qu'est-ce que vous voulez? Il fallait venir plus tôt parce que maintenant on a alloué tous nos moyens. D'abord, c'est bullshit évidemment, puisque si vous voulez financer la transition, ça n'est pas comme si on devait continuer à faire tout ce qu'on fait maintenant, plus en plus vers la transition. D'accord? Non, c'est d'abord une réorientation des moyens. Maintenant, c'est clair on va prendre l'exemple de l'énergie parce que c'est évidemment frappant. Quand vous êtes en mode fossile, produire de l'énergie exige des machines, des moteurs, des turbines, et nécessite du carburant pour ces machines. Mais sur la durée de vie de votre équipement de production énergétique, le poids financier du carburant dépasse de très loin le poids financier de la machine. D'accord? Donc en fait, vous investissez relativement peu au début pour faire une centrale électrique, mais après ça, vous avez payé beaucoup pour acheter le gaz, le charbon, le pétrole pour la faire tourner. Je ne vous parle pas du nucléaire, c'est encore pire. Là, le carburant pour acheter, l'investissement est plus important. Ça ressemble en fait au renouvelable. Le renouvelable, c'est l'inverse. Vous devez investir un gros paquet au début, et dès que vos machines sont en place, en fait, ce que vous payez, c'est juste l'entretien. Vous ne devez plus acheter de carburant. Donc aujourd'hui, pour vous donner une idée, en Europe, on dépense chaque année entre 4 et 500 milliards, d'accord, 4 et 500 milliards de dollars, on va dire 400 milliards d'euros pour faire simple, pour acheter des choses qu'on brûle. D'accord, charbon, gaz, pétrole. Et en plus de ça, on achète ça aux Russes. À 30%, c'est notre premier fournisseur. Donc, sur le plan géopolitique, ça n'est pas très confortable comme situation. Donc déjà, cet argent, on le dépense. Demain, si nous sommes à 100% renouvelables, cette facture de 400 milliards par an disparaît. Petit problème,
c'est que pour passer de A à B, des fossiles aux renouvelables, il faut faire ce que je vous avais dit, investir massivement pour construire l'infrastructure. Hein, l'infrastructure d'une mobilité électrique, l'infrastructure d'une production énergétique renouvelable, les éoliennes, les panneaux solaires, les centrales marémotrices, que sais-je encore, la géothermie, ça demande des investissements importants pour faire la migration. Donc il y a une bulle d'investissement à absorber. Et ça, c'est le pacte finance-climat. Le pacte finance-climat, en fait, est un schéma financier dont le but est de financer les investissements initiaux de l'infrastructure énergétique. Et donc, quelle est l'idée? C'est de dire, écoutez, vous savez que depuis la crise financière, et ça ne s'arrête pas, pour maintenir à bout de bras l'économie européenne, la Banque Centrale Européenne crée de la monnaie. Elle crée de la monnaie à hauteur, initialement, elle a commencé par faire 60 milliards par mois, hein. Donc la facture énergétique par an, c'est 400 milliards. Eh bien, la Banque Centrale Européenne a, les premiers mois, créé de la monnaie à hauteur de 60 milliards par mois. D'accord? Donc en régime annuel, ça fait 720 milliards par an. Et puis elle est passée à 80 milliards par mois. Comment est-ce qu'on crée de la monnaie? En faisant des prêts. Et vous savez ce qu'on a fait? On a prêté aux banques. En disant, les banques, elles savent comment il faut mettre à profit la création monétaire. D'ailleurs, c'est ce qu'elles font tout le temps. Donc, qu'est-ce que les banques ont fait? Elles ont alloué ça à des bulles immobilières, des bulles de marché d'actions. Posez-vous la question, comment se fait-il que l'économie européenne va mollo-mollo et que les marchés d'actions explosent? Normalement, la valeur d'une action reflète les profits futurs de l'entreprise. Or, les perspectives de profit sont incertaines. Or, les actions se portent très bien. Cherchez l'erreur, ben oui, forcément. Si vous inondez le marché de liquidité, ben on se les arrache les actions. Donc on crée une bulle. Et c'est ce qu'on fait depuis allez, le quantitativisme, on a commencé en 2014-2015. Et donc nous on dit, enfin c'est complètement con. Je veux dire, puisque on crée de la monnaie, ciblons la création monétaire sur la transition. Parce que là on est sûr que c'est nécessaire. C'est pas une bulle. Je veux dire, investir dans l'infrastructure de transition énergétique, ça, on est sûr qu'on en a besoin. On ne peut pas se tromper. On ne peut pas se tromper. Et donc, faisons plutôt ça. Il se fait qu'une série des prêts qui ont été faits arrivent déjà à échéance et la Banque centrale va les renouveler. Donc, elle ne va plus augmenter le stock, elle ne va pas augmenter la taille de son bilan, mais elle va renouveler tous les prêts qui arrivent à échéance. Donc, nous disons, maintenant, il faut cibler tout ça sur la transition. Ça ne vous coûte pas €1 de plus. Ça ne vous coûte pas €1 de plus. Et je dirais même que ce qu'on a fait jusque maintenant risque de coûter. Pourquoi? Parce que si, en créant de la monnaie, vous créez des bulles immobilières ou des bulles de marché d'actions, le jour où ces bulles de marché d'actions s'écrasent, ça veut dire que les prêts ne seront pas remboursés. Et là, ça va coûter. Par contre, si vous investissez dans la transition, vous savez que vous allez rentrer dans vos frais. Pourquoi? Parce qu'une fois que vous aurez fait vos investissements, ils seront remboursés par le fait que vous ne payez plus 400 milliards par an pour acheter du pétrole, du gaz ou du charbon. Et donc ça, c'est une dépense en moins. Et c'est ça qui va vous permettre de rembourser les prêts qu'on vous aura fait. C'est très schématique, mais c'est l'élément essentiel du pacte finance-climat. Donc ça tombe sous le sens. On peut se demander, oui, mais pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas déjà? Ah mais de nouveau, c'est un choix idéologique. Quand vous dites ça, j'ai posé la question déjà à plusieurs reprises à Mario Draghi, qui est le patron de la Banque Centrale Européenne, et je lui dis, mais pourquoi est-ce que vous ne ciblez pas la création monétaire sur la transition? Et il dit, mais il faut faire confiance à l'intelligence des marchés. Oui, c'est sûr. C'est ça qui produit la crise financière de 2007-2008. Il faut faire confiance. Et donc, c'est une réponse idéologique. Mais non, on ne peut quand même pas se substituer à la dynamique des marchés. Et bon, Mario Draghi est un néolibéral pur jus, un gentil bonhomme, mais il est complètement absorbé par cette idéologie-là. Et donc, il ne peut pas envisager que l'on puisse engager la transition autrement que par la dynamique de marché. Et si le marché n'en peut pas, c'est qu'il ne faut pas la faire, en fait. Parce que markets know best. Voilà. Merci. Si l'étudiant considère qu'il n'a pas eu de réponse à sa question, il réagit. Hein? D'accord? Question suivante. Sur un autre sujet? Allez, lancez-vous. Voilà, ici il y a une fille, je vais vous passer. Bonjour, tout d'abord merci d'être présent aujourd'hui.
J'avais une question par rapport au Brexit. Qu'est-ce que vous pensez du fait que l'Angleterre veuille quitter l'Union européenne et est-ce que les sociétés étrangères qui sont installées là-bas, comment vont-elles réagir? Alors, Brexit, on est en plein dedans. Que dire? D'abord, pourquoi est-ce qu'il y a eu un référendum? Pour des raisons de politique partisane interne. Donc, le référendum a eu lieu d'abord pour régler une question interne au Parti conservateur britannique entre les eurosceptiques et les europhiles. Et donc, David Cameron pensait qu'il réglerait définitivement la question, c'est réussi. Donc, maintenant, le vote a été 52-48 dans le sens du Brexit. Il y a au Royaume-Uni une immense frustration et elle recoupe la frustration que vous observez dans le vote national populiste ailleurs en Europe. Donc, on va dire, pour faire très simple, les métropoles mondialisées sont très largement remain et le pays, les villes de second, de troisième rang qui se sentent abandonnées de la mondialisation ont voté majoritairement Brexit. Je vous rappelle que le Royaume-Uni est aussi le pays où les inégalités ont progressé le plus vite après la crise financière. C'est le pays du contrat à 0 heure, donc vous pouvez avoir un contrat de travail sans temps de travail. Autrement dit, on vous donne un contrat, vous n'êtes donc plus chômeuse, mais on vous dira vendredi si on a besoin de vous lundi et combien de temps et à quelle heure. Ça va? Donc aucune garantie pour l'employé, toutes les garanties pour l'employeur. Et donc, on a mené les réformes néolibérales très loin au Royaume-Uni, et tout ça a créé en plus de ça, face à une classe politique qui a été prise dans les scandales d'abus d'indemnité, de frais de mandat, etc. Ça a créé un climat absolument délétère. Donc le fait que le Brexit ait gagné, enfin je pensais que ça serait 52-48 dans l'autre sens personnellement, mais bon voilà, le Brexit a gagné. Donc la raison, et c'est là, pourquoi est-ce que le Brexit est difficile? En raison d'une contrainte particulière. C'est-à-dire que le Royaume-Uni a signé il y a 20 ans un traité de paix pour mettre fin à la guerre civile en Irlande du Nord, guerre civile qui avait quand même coûté la vie à 3000 personnes et ruiné pas mal d'autres vies aussi. Et donc, pour faire simple, l'Irlande du Nord est une province du Royaume-Uni qui fait donc partie du Royaume-Uni. La République d'Irlande, qui est la partie principale de l'île, est un État indépendant qui fait partie de l'Union européenne. Et le problème de l'Irlande du Nord, c'est que la minorité catholique était plutôt rattachiste à la République d'Irlande, alors que la majorité protestante était plutôt unioniste, c'est-à-dire pour le maintien au sein du Royaume-Uni. Et donc, la guerre civile a duré pendant 30 ans, et on y a mis fin par, comme on fait souvent, par un traité qui est un festival d'ambiguïté constructive. Autrement dit, on a fait ce que les catholiques voulaient, c'est-à-dire la réunification d'Irlande, sans la faire pour faire plaisir aux protestants. Mais c'est tout comme. Autrement dit, aujourd'hui, en Irlande du Nord, vous allez en République d'Irlande, vous ne vous en rendez même pas compte. C'est un seul marché, il n'y a pas de frontières, libre circulation. Tous les citoyens d'Irlande du Nord, d'ailleurs, peuvent demander un passeport de la République d'Irlande, ils ne sont pas obligés, mais ils peuvent. Et donc, les catholiques d'Irlande du Nord ont beaucoup un passeport de l'Irlande du Sud. Tout ça a été rendu possible par ce miracle qui s'appelle l'Union européenne, c'est-à-dire le fait que comme et le Royaume-Uni et la République d'Irlande font partie de l'Union européenne, on peut ne pas avoir de frontières. C'est pas difficile. Et donc, dès l'instant où le Royaume-Uni dit on se casse, ben, il faut remplacer cette appartenance à l'Union européenne par autre chose qui permet de maintenir l'absence de frontières en Irlande, entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande. C'est là que ça coince. Parce que ça veut dire que au moins l'Irlande du Nord doit rester très étroitement associée à l'Union européenne, et c'est ça qui rend la vie, qui fait que les Brexiteurs ne sont pas contents, parce qu'ils voudraient pouvoir avoir une rupture nette, mais en fait, des engagements juridiques pris par le Royaume-Uni il y a 20 ans rendent pareille solution impossible, au moins pour une province du Royaume-Uni. Le reste peut partir. Mais l'Irlande du Nord, à cause de ce traité de paix, ne peut pas partir. Maintenant, qu'est-ce que ça a comme impact? Ceux qui ont fait campagne pendant le référendum pour que le Royaume-Uni reste dans l'Union européenne en disant faites gaffe parce que le lendemain du référendum ça va être la catastrophe, ont évidemment menti, puisque le lendemain du référendum, le Royaume-Uni était toujours membre de l'Union européenne. Il n'y avait pas de raison que dans l'immédiat les choses changent. Par contre, ce qui change, c'est à mesure que la date approche, les entreprises ne savent pas très bien quoi faire, et c'est sûr que toutes ces entreprises qui se sont installées au Royaume-Uni, je pense en particulier aux japonaises, qui, dans les années 70, 80, 90, se sont installés au Royaume-Uni parce que c'était un pays qui était dans le marché intérieur de l'Union européenne et c'était un pays où on parlait anglais. Je veux dire, quand vous êtes japonais, vous parlez relativement peu facilement les langues étrangères et quand vous en parlez une, en général, c'est l'anglais.
Et donc, il y a eu une préférence pour s'installer au Royaume-Uni, parce que, au moins, c'était culturellement l'endroit où c'était le plus facile de s'installer. Ajouter à ça la présence de la City de Londres et donc d'un centre financier important, le plus important de l'Union, c'était particulièrement indiqué. Dès l'instant où le Royaume-Uni ne fera plus partie du marché intérieur, ce qui n'est toujours pas sûr, mais c'est en tout cas ce que Theresa May veut, ben c'est évident que l'incitant pour des entreprises non européennes de venir s'installer au Royaume-Uni, ben, il est réduit significativement. Et donc vous commencez à avoir des décisions prises au niveau très micro par des entreprises qui disent, bon ben tout compte fait alors, le prochain projet qu'on fait, on va plutôt le faire au sein de l'Union, en Irlande ou sur le continent. La prochaine implantation, ça va plutôt être là où on va déplacer des activités, ça commence. Il y a eu un cas récent qui est que Honda a décidé que l'entreprise allait arrêter la production de voitures au Royaume-Uni. Cette décision n'est en fait pas due au Brexit. Cette décision est due à un autre traité qui s'appelle le JEFTA, l'accord de libre-échange entre le Japon et l'Union européenne. La raison pour laquelle Honda s'était établi en Europe, c'est qu'il n'y avait pas de traité de libre-échange entre le Japon et l'Union. Résultat concret de l'existence de ce traité, c'est maintenant ce n'est plus nécessaire d'être installé en Europe. On peut construire les voitures destinées au marché européen au Japon. Et donc, de nouveau, encore un bel exemple, à rebours de la théorie des avantages comparatifs, ben non, le fait de signer ces traités de libre-échange est, en l'occurrence, une cause de délocalisation d'emplois européens vers l'extrême-orient. Ça n'est pas très malin. Et donc il ne faut pas confondre. Mais c'est sûr que l'impact économique du Brexit est nécessairement un impact négatif, puisque c'est clair que le fait de faire partie d'un grand marché est plutôt un avantage pour les entreprises qui sont situées dans ce grand marché. Donc si le marché rétrécit, vous introduisez des coûts frictionnels, ne serait-ce que les coûts de traversée de la frontière, qui impactent négativement les profits. Comme vous savez, la seule chose qui intéresse les entreprises, c'est le profit. Voilà. Donc c'est là qu'on en est. Alors, est-ce que la Belgique en profite? Pas tellement. Mais voilà, donc les entreprises commencent à délocaliser plutôt dans le marché intérieur. Merci. Dans la foulée de la question, est-ce qu'il y a des conséquences en termes de mobilité pour les étudiants? Ça, c'est toute la question, on ne sait pas. On a prévu dans l'accord de séparation essentiellement le maintien jusque fin 2021 de tout ce qui fonctionne actuellement. Donc, si vous voulez, si l'accord de séparation est adopté finalement par la Chambre des communes la semaine prochaine ou plus tard, ben, il est prévu que jusque fin 2021, rien ne change. Et que même, on pourrait prolonger cette période de transition encore un an ou deux, en attendant de négocier nos futurs accords d'association. Et donc, si tout se passe bien, on aura d'abord la période de transition où pratiquement rien ne change, et puis une relation future dans laquelle ben, le but c'est de maintenir tous les accords qu'on a au niveau d'Erasmus, au niveau de la mobilité des chercheurs et des enseignants et des étudiants. Maintenant, tout ça dépend du fait que nous ayons un Brexit organisé ou pas. Si on a un no deal Brexit, comme on dit, fin du mois, alors ça sera sans doute pas fin du mois, mais un peu plus tard, là, évidemment, on ne sait pas ce qui va se passer, mais probablement qu'un no deal Brexit ne se fera pas dans la joie et la bonne humeur, et s'il n'y a pas de joie et de bonne humeur, je ne suis pas sûr que les relations pacifiques que nous avons maintenant se maintiendront. Merci. Bonjour. Ne trouvez-vous pas qu'on se concentre trop sur le sujet du réchauffement climatique, mais pas assez sur celui de l'effondrement de la biodiversité? Excellente question. La contrainte environnementale ne se limite pas à la question climatique. Alors les deux sont liés, mais clairement, même sans le changement climatique, la biodiversité est en train de s'effondrer à cause de notre mode de développement. Donc vous avez tout à fait raison d'attirer l'attention là-dessus. Je dirais que les contraintes environnementales, c'est essentiellement trois contraintes, c'est le climat, la biodiversité et les ressources. Et on est dans le rouge sur les trois. Donc, le focus sur le climat est important parce que le climat est une de nos conditions de survie, mais la biodiversité aussi. Hein? Je vous rappelle que nous sommes des animaux qui dépendons pour notre vie de l'écosystème dans lequel nous vivons. Donc, s'imaginer que l'humanité va survivre longtemps à l'extinction de toutes les espèces, c'est se fourrer le doigt dans l'œil et profond. Donc, je veux dire, les enjeux sont liés. Même chose sur les ressources. Je veux dire, s'il n'y a plus d'eau douce, vie sur la planète, en tout cas, ça ne sera pas la vie pour des gens comme vous. Ça sera des organismes vivants
Donc voilà, c'est quand même pas le but. Et donc c'est la triple contrainte. La bonne nouvelle, je trouve, c'est que quand vous allez dans les marches climat, vous voyez bien que c'est cette triple dimension qui est mentionnée. Je veux dire, les manifestants pour le climat, en fait, manifestent pour que nous fassions rentrer nos sociétés dans les contraintes que leur fixe la nature. Toutes les contraintes, le climat, la biodiversité, les ressources. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est que chez celles et ceux qui ont pris conscience de l'urgence, c'est l'urgence environnementale totale. Alors, du côté des politiques, la biodiversité, c'est quoi? C'est vraiment important. Enfin, on a envie quand même qu'il y ait encore un rhinocéros blanc ou d'autres pouvoir montrer dans les eaux. Non, c'est vital. Et cette perception, et quand on a vu les jeunes marcheurs pour le climat, donc c'était une 60aine de jeunes de partout en Europe, dont Adéline Charrier ou Amina De Wever, ils et elles sont venus cette semaine-ci au Parlement européen. Quand on parlait avec eux, ils nous disaient ce qui est frappant, c'est le manque très répandu du sens de l'urgence. C'est quand on va, donc il y a 3 groupes politiques qui les avaient invités, puisque déjà pour vous dire, donc j'avais proposé que nous les invitions comme Parlement européen pour éviter une récupération politique. Et toute la droite du Parlement européen a dit bien essayé, c'est le thème qu'ils ont utilisé, bien essayé, vous voulez nous instrumentaliser à votre profit électoral. Mais non, justement, si c'est le Parlement qui invite, c'est pas les Verts qui invitent, d'accord? C'est nous tous. Non, on ne va pas faire ça. Donc ils voient le climat comme un enjeu politique. Oui, ok, c'est juste l'instrument que les Verts utilisent pour gagner les élections. Quoi. Et donc c'était que 3 politiques qui invitaient les socialistes à gauche radicale et les jeunes nous disaient, quand on va chez vous à la gauche radicale, on sent le sens de l'urgence, quand on va chez les socialistes, c'est ouais, non, c'est chouette ce que vous faites. C'est vraiment chouette, quoi. Il faudra bien qu'un jour on s'en occupe. Mais enfin, en attendant, le diesel, vous comprenez, ça fait beaucoup d'emplois. Hein, donc, voilà, quoi. Et alors, à droite, n'en parlons pas. Le sens de l'urgence n'y est déjà pas suffisamment pour le climat. Alors, si vous parlez de biodiversité, on est encore à des années-lumière de la prise de conscience. Enfin, l'effondrement. On a eu ce rapport sur les insectes il n'y a pas longtemps. Hein, on a eu plusieurs rapports sur les oiseaux, sur la vie marine, etc. Et ça passe très loin des préoccupations d'une majorité, pas de tous, mais d'une majorité de décideurs politiques aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'est inquiétant. Hein. Je veux dire, on vit quand même le 6e effondrement généralisé des espèces. C'est pas un truc. Enfin, il y a quand même des lieux où je ne dois pas bien. Hein. Donc voilà. Une question? Oui, bonjour. Je voudrais savoir ce que l'Union européenne met concrètement en œuvre pour que chaque État individuellement puisse favoriser le climat et ralentir le réchauffement climatique. Alors, déjà, ce qui est intéressant, c'est que dans le premier plan climat-énergie de l'Union européenne adopté en 2007 à l'horizon 2020, donc on est à la fin de ce plan-là, ce plan a été adopté donc, au niveau européen et a donné en fait à chaque État membre des objectifs contraignants juridiquement. D'accord? Et ça, c'est en fait ce que l'Union européenne peut faire. Donc, à moins de fédéraliser au niveau européen la politique climat-énergie, ce qu'on ne peut pas faire, enfin, je veux dire, la politique énergétique reste une compétence nationale, voire régionale dans certains pays, à moins de mettre la question énergétique au niveau européen, tout ce qu'on peut faire au niveau européen, c'est adopter des objectifs communs, et on l'a fait. On l'a fait, et je peux vous dire que ces objectifs étaient dans tous les cas supérieurs aux objectifs que les États membres se seraient mis individuellement. S'il n'y avait pas eu le plan climat-énergie, le plan 20-20-20, comme on disait à l'époque, 20% de renouvelables, 20% en moins de CO2 et 20% d'amélioration de l'efficacité énergétique, à l'horizon 2020, je dis, la Belgique n'aurait jamais adopté un plan, hein, même quand elle est obligée, regardez par l'accord de Paris, même quand elle est obligée de faire un plan, elle traîne encore la patte. Il ne faut pas demander s'il n'avait pas été obligé. Donc en fait, l'influence de l'Union européenne a été vraiment le coup de pied au cul. Et c'est une bonne chose. Autrement dit, collectivement, nous nous sommes donné un coup de pied au cul, contraignant juridiquement. La mauvaise nouvelle, c'est que pour la période suivante, la période qui nous mène à 2030, les objectifs non seulement sont moins ambitieux, donc si vous voulez, si on a dit pour la période... Ils ne vont pas tous bien. Si on prend les émissions de CO2 dans le temps, et si on s'est donné un objectif de faire moins 20% au début, vous attendez à quoi pour la période, si ça c'est 2020, à quoi ressemblerait la courbe pour la période suivante, à votre avis? Comme ça,
ou comme ça? Autrement dit, est-ce qu'on accélère? Est-ce qu'on continue au même rythme ou est-ce qu'on ralentit? On accélère. Qui pense qu'il faut accélérer? Pas grand monde l'a dit. Qui pense qu'il faut continuer au même rythme? Ouais. Qui pense qu'il faut ralentir? Bon, ben, c'est ce qu'on fait. On ralentit. Alors, c'est pas aussi grave que ça. C'est quelque chose comme ça. Donc, on dit, en 2000, donc si ça c'est 20, ça c'est 30, ça c'est 40, ça c'est 50. Et donc, on a dit, en 50, on doit être là. D'accord? En fait, je suis encore trop optimiste, mais parce que c'est beaucoup moins. Mais en fait, si on va arriver à 50, maintenant, ce qu'on dit, c'est qu'on va ralentir, et puis alors en 50, on fera ça. Oui, c'est ça, hein? C'est ça les objectifs aujourd'hui. Et on se dit, ça va pas la tête. Si vous voulez être sûr d'arriver là, ben, il y a intérêt à accélérer. Hein? Et à la limite, si à la fin, on peut ralentir l'effort, tant mieux. Mais on ne va pas laisser le plus dur pour la fin quand même. Et ça, c'est la situation aujourd'hui. C'est qu'en fait, on se dit, oui, mais enfin quand même, on ne va pas défavoriser nos entreprises, sans voir qu'en fait, ça avantage nos entreprises, enfin, c'est pas les mêmes. Mais être leader de la transition, c'est un avantage concurrentiel. Si vous laissez la Chine être leader de la transition ou les États-Unis, c'est eux qui vendront les solutions demain et pas nous. Mais aujourd'hui, vous avez en Europe, dans le monde de l'entreprise, une logique de rentier. C'est, je traite la vache que j'ai, et je n'essaye pas, bon, c'est peut-être une mauvaise métaphore, mais j'extrais la rente que je peux extraire maintenant, investir, innover, tout ça coûte de l'argent. Cet argent vient en déduction des profits immédiats. Pour moi, la maximisation des profits immédiats, c'est plus important. Et donc, on verra bien demain. On fera les efforts. Ben, on commencera en 2041, quoi. Ben non. Ben non. Et donc, ça, c'est le problème. C'est que l'Europe, je vous rappelle, c'est le Parlement européen et les États membres, sont plus modestes aujourd'hui. Et donc, toute la discussion après l'accord de Paris, ça a été de dire, mais les gars, on ne peut pas ralentir la marche, on doit au moins maintenir le rythme, mais en fait, nous, on dit qu'il faut l'accélérer. Il faut l'accélérer. Et ça, aujourd'hui, il n'y a pas de majorité politique pour. Alors, on a adopté un rapport d'éinitiative au Parlement hier, on l'a voté hier, et donc là, on dit maintenant, pour 2030, il faut être à moins 55% de CO2 au lieu d'être à moins 45%. Donc, il faut accélérer. Maintenant, petit détail aussi qui n'est pas très réjouissant, c'est que pour la période 2007-2020, en réalité, on va réaliser nos objectifs de moins 20% de CO2, mais très largement en exportant nos émissions de CO2. C'est-à-dire qu'on a déplacé la production en dehors de l'Union européenne. Et là, évidemment, comment ça se dit? C'est quand même un peu con. Parce qu'aller produire de l'acier en Chine plutôt qu'ailleurs, ça ne nous fait pas gagner au niveau du CO2. Hein. Ça nous fait perdre, en fait, puisqu'après ça, il faut transporter les grammes en Europe. Donc, ça n'a aucun sens. Et là, reviennent des idées. Et alors, si on a des objectifs très ambitieux au niveau CO2 en Europe, il faut refléter ces objectifs aux frontières de l'Europe pour éviter que nous déplacions les émissions de CO2. Autrement dit, si vous produisez dans un marché où CO2 coûte rien, on vous facture la différence à l'entrée en Europe. On vous met une taxe carbone aux frontières pour éviter, évidemment, l'incitant à délocaliser les émissions de CO2, parce que ça ne règle pas le problème du climat. D'accord? Et donc, la réponse du monde de l'industrie, avec le même argument, c'est de dire non, non, il faut juste donner des allocations gratuites d'émissions aux entreprises qui sont en Europe. Donc, mettons-nous la pression, sauf à nous. Mettez-leur la pression, mais pas à nous. Donc, la logique, c'est soit on fait une taxe carbone aux frontières, soit on donne des allocations gratuites. Jusque maintenant, on a donné des allocations gratuites. Ce qui fait qu'on a donné des permis de polluer, qui en plus de ça s'échangent sur le marché. Donc on donne des permis gratuits, et puis des entreprises comme ArcelorMittal échangent les produits, et échangent les droits d'émission, et se font du blé sur des permis qu'ils ont su gratuitement. Et c'est des millions d'euros. Hein. D'accord? C'est pas juste... c'est pas de l'argent de poche, quoi. Merci. Une question d'une jeune fille. Bonjour. Bonjour. Tout à l'heure, vous nous avez dit que pour être, sur la question des migrants, il fallait d'abord être solidaire au niveau national pour un jour devenir solidaire au niveau mondial. Je vais dire en même temps. Oui. C'est pas d'abord, parce qu'en fait, on va relever les deux défis en même temps. D'accord. Mais justement, c'est quoi en fait être... qu'est-ce que vous proposez concrètement pour être solidaire au niveau Intérieur, quoi. Oui, c'est ça. Pour que justement un jour on puisse aider plus de migrants qu'on ne le fait pour le moment.
Alors, regardez ce qui se passe. Les inégalités de revenus n'arrêtent pas d'augmenter, la précarisation de la société n'arrête pas d'augmenter, et donc il ne faut pas chercher très loin. C'est la fiscalité, c'est la sécurité sociale, c'est le marché du travail. Autrement dit, nos sociétés sont aujourd'hui plus riches qu'elles ne l'étaient il y a 10 ans, marginalement, parce qu'il y a eu la crise financière entre-temps. Elles sont nettement plus riches qu'il y a 20 ans, très nettement plus riches qu'il y a 30 ans, et 6 fois plus riches que quand on a mis la sécurité sociale en place après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, qu'on ne nous dise pas que nos sociétés n'ont pas les moyens de permettre à chacun de vivre décemment. Simplement, on vous dit « Ah, on ne peut pas taxer le capital, sinon ils vont tous partir, vous comprenez? On ne peut pas taxer les entreprises, sinon elles vont toutes partir. » Ben, ça n'est pas vrai. C'est juste pas vrai. Simplement, il faut que nous soyons capables de rendre nos systèmes fiscaux de nouveau beaucoup plus redistributifs. Ça veut dire aujourd'hui, la fiscalité, pour prendre la fiscalité sur le revenu, non, aujourd'hui, si vous prenez la taille de votre revenu et que vous prenez le taux d'impôt, vous constatez que, bon, évidemment, quand vous ne gagnez rien, pour une petite partie, vous avez une quotité exemptée d'impôt, et puis ça monte par palier, et puis, d'accord, c'est plat. Et en fait, vous êtes très vite au taux marginal d'imposition en Belgique. Je ne sais plus à partir de combien de revenus, j'ai oublié, mais c'est quelques dizaines de milliers d'euros, et vous êtes déjà au taux maximal d'imposition. Et la meilleure, c'est que plus vos revenus sont importants, plus la part de revenus qui est, pas le revenu du travail, mais le revenu du capital augmente, et le revenu du capital est beaucoup moins taxé. Donc en réalité, votre revenu continue à augmenter, et votre taux d'imposition, il diminue, et pour les très riches, c'est zéro. Ça n'est quand même pas très logique. Hein. Donc en fait, qu'est-ce qu'il faudrait? C'est d'abord, 1 euro de revenu, c'est 1 euro de revenu. Que ce soit du revenu du travail, du capital, et à la limite, même si vous favorisez certaines formes de revenus, ça doit être le revenu du travail qui doit être moins taxé que le revenu du capital. Puisque aujourd'hui, le capital attire le capital, et que donc l'économie de la rente continue à se produire. Donc, vous fusionnez tous les capitaux, vous les mettez dans une enveloppe, et sur cette enveloppe, éventuellement, vous taxez moins les petits revenus, d'accord? Vous commencez à augmenter plus tard, enfin, à des niveaux plus tard, et vous laissez les taux monter en fonction du revenu. Vous allez dire, ils vont tous partir. Ben non, c'est pas si facile de partir de l'Europe. Si vous contrôlez les capitaux aux frontières, vous faites en sorte que les capitaux gagnés en Europe soient taxés en Europe. Vous savez, aujourd'hui, les taux marginaux d'impôt sur le revenu tournent selon les pays entre 20, 30, 40, 50% dans le pire des cas. Vous savez qu'après la crise des années 30 aux États-Unis, et en Europe on a fait largement la même chose, on est monté à des taux d'imposition marginaux de 90%. Donc sur la tranche de revenus là, tout loin, en fait on nous taxe à 90%. On va dire, vous allez casser l'économie, surtout pas. Ben, on a eu une économie qui fonctionnait avec ce genre de système fiscal. Évidemment, ils ont intérêt à nous faire croire que ça ne s'est pas marché. Et à nous de le faire marcher, ça a déjà marché par le passé. De même, l'impôt des sociétés, on est en train de le faire diminuer. Ah oui, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est la concurrence fiscale. Ben, rien ne nous empêche de dire, voilà, vous êtes une entreprise qui opérait en Europe, on va taxer vos revenus à hauteur de 25 ou 30%. Où que vous soyez en Europe, on a un taux unique, ou en tout cas harmonisé. Et donc, ça ne sert à rien d'aller vous installer au Luxembourg ou dans une société boîte aux lettres aux Pays-Bas, ou d'avoir les intérêts notionnels en Belgique, parce qu'on va vous taxer de la même façon. Et on va vous taxer en fonction de critères objectifs. Où est-ce que vous faites votre chiffre d'affaires? Où sont vos travailleurs? Où sont vos immobilisations en capital? Et donc, on peut parfaitement faire ça. Ce qui manque, c'est la volonté politique. Les capitaux, ça se contrôle. Hein. Alors on va dire, oui, mais dans les traités européens, il est interdit de contrôler les capitaux. C'est un de ces articles néolibéraux des traités européens, c'est tout à fait vrai. Ceci dit, je constate que quand en Grèce ou à Chypre, on a fait des plans d'ajustement macroéconomique, on a imposé des contrôles de capitaux. Et certains sont encore en place, donc je constate que quand on veut, on peut. D'accord? Et la bonne nouvelle, c'est que dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui, le capital ne se balade pas dans des valises. Il se balade sur des réseaux. Et en plus de ça, il y a certains nœuds de ces réseaux qui sont très peu nombreux. Donc les points de passage obligés, Clearstream et Euroclear, sont les deux plateformes par lesquelles passent à peu près tous les paiements en Europe. Donc on sait contrôler. On sait où l'argent va. On sait d'où il vient. Donc il faut juste avoir la volonté politique, de remettre en place des systèmes fiscaux réellement redistributifs, et par ailleurs,
de faire en sorte de contrôler. Vous devez aussi savoir, donné qui vient des syndicats européens de la fonction publique, que les administrations fiscales en Europe ont perdu ces 20 dernières années 58 000 agents. Alors on va dire, oui, mais qu'est-ce que vous voulez, la déclaration fiscale, c'était pas taxonomique à l'époque, c'était du papier, et donc oui, c'est vrai. C'est vrai. Et donc on pouvait dire, voilà, les gens qui hier faisaient de l'encodage partent à la pension et on les remplace par des gens qui ont des compétences dans le contrôle fiscal. Et on contrôle vraiment que les impôts soient payés. Quand vous avez le gouvernement sortant, le gouvernement de Wever-Michel, qui dit on ne va surtout pas, au nom du respect de la vie privée, faire un cadastre des patrimoines. Si vous n'avez pas le cadastre des patrimoines, vous ne savez pas taxer le patrimoine, puisque vous ne savez pas où il est. Et il faut respecter la vie privée des gens. Par contre, nous allons autoriser les services sociaux à aller fourrer leur nez dans les appartements des gens pour dire « Ah ah, vous cohabitez avec quelqu'un là, il y a 2 brosses à dents ici. » Là, la vie privée, c'est pas grave. Là, la vie privée, c'est pas grave. Il y a peut-être un problème. Mais, donc, je vais dire, c'est curieux, hein, la géométrie variable. On ne peut pas savoir qui a du patrimoine, mais on peut savoir qui peut-être, a une allocation sociale d'impôt alors qu'il ou elle devrait être cohabitant ou cohabitant. Ça va quand même pas. Ça va quand même pas, quoi. Volonté politique. Mais aussi longtemps qu'on vote pour les néolibéraux, ne vous étonnez pas que vous avez des politiques néolibérales. Ça, c'est quand même la démocratie. Ça, c'est logique. Question. Ah, mademoiselle, je viens justement ici. Je vais d'abord donner la parole à, non pas un étudiant qui est né en 2000, comme il y en a beaucoup dans l'auditoire, mais un ancien étudiant qui vient de dire bonjour. Bonjour, je suis un ancien étudiant de commerce extérieur. Félicitations à l'autre école pour avoir évité M. Lamberts, qui a donné un bon speech hier concernant les remarques du président du Parlement européen, Tajani. Ma question est, dans une enquête récente de Politico, les gens qui ont participé pensent que le terrorisme est une grande source de danger en Europe. Une armée européenne était mentionnée aussi. Quelles sont vos pensées? Alors, est-ce que, qui pense que le terrorisme est la menace numéro 1 pour nos sociétés? Ok, il y en a. D'accord. Qui pense que c'est le pouvoir des multinationales? Qui pense que c'est le changement climatique? Okay. C'est en tout cas plus. Donc en effet, pour certains de nos concitoyens, la menace terroriste est la menace numéro 1. Et donc on ne peut pas juste dire, ouais, mais les gars, vous savez, il y a plus de gens qui meurent dans les accidents d'auto que dans le terrorisme, donc on s'en fout. Non, ça on ne peut pas dire. Maintenant, si nous voulons lutter contre le terrorisme, il faut d'abord regarder les raisons pour lesquelles les attentats terroristes nous sont passés sous le nez. D'accord? Alors, il y a les causes profondes, ça je les oublie parce que nous, les causes profondes, on y remédie sur la durée. Mais dans l'immédiat, que constate-t-on? C'est qu'en tout cas, la série d'attentats la mieux organisée à laquelle on ait pu assister, c'est-à-dire la série d'attentats faits par la cellule, on va dire, bruxelloise, à Paris et à Bruxelles, était le fait de gens dont la plupart étaient connus de services de police ou de renseignement. Pas des services, de services de police et de renseignement. Première leçon, c'est que tous les services n'étaient pas au courant de tout le monde. Autrement dit, l'information était largement, insuffisamment exploitée, non, partagée entre les différents services. Rappelez-vous, le cas de Salah Abdeslam, après avoir fait son coup, il est arrêté au péage d'Ordin sur l'autoroute A2 donc, vers la Belgique. Il est arrêté pendant 1 heure par les gendarmes français qui ne savent pas ce que la police belge sait. Et donc, après 1 heure, il les laisse partir. C'est quand même un comble. Donc, partage du renseignement. Je dirais que la collecte du renseignement, je vous dis, la plupart de ces gens étaient connus. Et vous n'avez pas besoin de connaître 100% des membres d'une cellule terroriste pour la mettre hors d'état de nuire. Si vous en connaissez 80% des membres, ça suffit. Ça suffit. Donc, collecte de renseignement, on était assez bien équipés. Partage du renseignement, déjà beaucoup moins. Et puis on arrive à la partie difficile, l'exploitation du renseignement. C'est-à-dire quand vous savez que quelqu'un est dangereux, vous le mettez sous surveillance. Prenons les frères Kouachi qui ont commis Charlie Hebdo. Ces types avaient été surveillés et ne l'étaient plus. Pourquoi? Faute de moyens. Et on vous répond, maintenant on va mettre en place le PNR, c'est-à-dire
la collecte de toutes les données, de tous les passagers, de tous les vols qui arrivent et partent d'Europe et des vols intra-européens. Et avec ça, on va résoudre le problème du terrorisme. Vous parlez à des spécialistes de renseignement, ils vous disent, ben non, ça c'est vraiment l'exemple de l'argent gaspillé. Pourquoi? Parce qu'on va être inondé de données, et en général, la collecte massive de données ne nous aide pas. Ce qui marche, c'est la collecte ciblée. Et pour ça, c'est le renseignement pas technologique qui est à la source du ciblage. Le ciblage, c'est d'abord le renseignement humain. Et comme par hasard, on investit dans la machine plutôt que dans l'humain, y compris dans les services de police et de renseignement. Donc, s'il faut faire quelque chose pour améliorer notre lutte contre le terrorisme, ça commence par la collecte du renseignement humain, et ça c'est difficile, c'est très difficile. 2, c'est le partage du renseignement. 3, c'est l'exploitation du renseignement. Et avec ça, on fait déjà beaucoup. Maintenant, ce qu'on appelle le loup solitaire, le gars qui décide un matin d'aller se faire, comme on l'a vu en Nouvelle-Zélande ce matin, d'aller se faire du musulman sans crier gare, ça, vous savez rien faire contre. Je veux dire, vous n'allez pas mettre un flic, même électronique, derrière le dos de chaque citoyenne et de chaque citoyen. Là, on a un problème de norme démocratique qui est la proportionnalité. Je veux dire, surveiller tout le monde dans la société est une entrave aux libertés publiques, et cette entrave qu'on peut faire, je dis dans la société, on ne peut pas tout faire, et donc nos libertés sont limitées, mais quand on restreint les libertés publiques, il y a 2 principes à observer, le principe de nécessité, autrement dit on ne peut pas faire ça sans nécessité, et 2, le principe de proportionnalité. Et là, on peut quand même on peut dire que surveiller tout le monde tout le temps n'est pas proportionné aux dangers observés. Par contre, il y a des moyens détournés pour rendre la vie plus difficile aux loups solitaires, on va dire. C'est la question des ventes d'armes. Clairement, s'il est difficile d'avoir accès à une arme, c'est plus difficile de commettre un attentat. Maintenant, un camion peut être une arme, on l'a vu, et ça, on ne va pas interdire les ventes de camions parce que quelqu'un pourrait utiliser un camion à mauvais escient, surtout si c'est un camion diesel en plus. Non, ça c'est pour rigoler, mais le fait est qu'il y a moyen de faire plus et mieux dans la lutte antiterroriste. Ce que nous disons, c'est que le rêve technologique de la société de surveillance, pour nous, n'est pas la méthode. 1, c'est pas efficace, et 2, c'est pas justifié. Donc voilà, quelque part, on détruit ce qu'on veut protéger, on détruit la démocratie qu'on dit vouloir protéger. Donc, voilà, le fait est que la lutte antiterroriste n'est pas quelque chose de facile. Vous travaillez aussi sur les causes, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et ça, vous devez vous poser la question, comment se fait-il qu'à Bruxelles, à certains endroits, eh bien, c'était devenu un repère de gens qui pouvaient se cacher et qui étaient quelque part noyés, invisibles, en préparant des attentats terroristes. Et vous devez alors vous poser des questions sur, tiens, est-ce que nos sociétés sont comment? Des sociétés d'égalité des chances? Est-ce que tout le monde, est-ce qu'on peut dire, mon épouse est enseignante dans le centre-ville à Bruxelles, et elle me dit, tu sais, quand j'ai commencé il y a 30 ans, on pouvait dire à tous nos jeunes, les gars, allez, retroussez-vous les manches, bossez, l'avenir est à la clé. Enfin, une belle vie est à la clé. Aujourd'hui, ce langage ne marche plus, parce qu'on peut vérifier qu'en effet, cette promesse n'a pas été tenue. Cette promesse n'a pas été tenue. Et donc, moi, ça ne m'étonne pas qu'un certain nombre de nos concitoyens estiment que cette société ne veut pas d'eux. Et donc, si cette société ne veut pas de moi, pourquoi est-ce que je devrais la respecter? Elle me chie à la gueule. Franchement, non, hein? Donc voilà. Et donc, si on crée ce genre de terreau, ne vous étonnez pas que des plantes étranges y poussent. Et ça, c'est notre responsabilité aussi. Donc, il faut agir de nouveau sur beaucoup de terrains à la fois. On ne peut pas juste dire, ok, on va faire du répressif ou de la surveillance généralisée ou ceci ou ça. Non, on doit travailler sur tous les terrains à la fois. Et est-ce que, moi je me rappelle, j'ai travaillé à IBM pendant 22 ans, on l'a dit tout à l'heure, à IBM Belgique, avoir des collègues avec des prénoms ou des noms arabes, ça n'existait pas. Bon, vous n'allez pas me dire que, je veux dire, en Belgique, il n'y a pas des citoyens à prénom ou à nom arabe. J'allais à IBM France, il y avait même des managers dont le nom était arabe. Donc ils étaient en avance sur nous, là-dessus, très clairement. Mais en Belgique, il n'y avait pas. Et donc on peut se dire, attends, comment ça se fait que dans une grande multinationale qui a encore 3000 personnes, c'est des blancs bleus belges? Il y a un truc qui ne va pas, quoi. D'accord? Donc on ne reflète pas la diversité de la société. Donc là, clairement, il doit y avoir des discriminations qui peuvent nourrir alors un sentiment de ne pas appartenir. Je veux dire, on respecte une société à laquelle on se sent appartenir. Hein.
Moi, j'y tiens parce que je me sens chez moi ici. Ici, c'est chez moi. Et si tous les jours, on te fait sentir, t'es pas chez toi, t'es pas chez toi, que je me balade rue Neuve à Bruxelles et je suis blanc, bleu, belge et je passe, et puis j'ai un ami, et mon fils a des amis libanais et marocains. Et ça lui est arrivé. Il se balade et ses amis sont contrôlés. Ils sont ensemble. Ils sont ensemble. C'est des étudiants. L'un est en train de terminer médecine. À l'époque, il était au début de ses études. L'autre a fini son droit. Il est en stage maintenant. Donc, c'est des gens, si vous regardez leur diplôme, vous dites, ok, c'est bon. Mais leur tête n'est pas la même. Et donc, on va un peu te contrôler. Tiens, qu'est-ce que tu fais ici? Ça va pas. Ça va vraiment pas. Monsieur le député européen, je vous donnerai la parole pour conclure avec une note plus positive. Oui, mais il y a une question d'une demoiselle encore de l'an 2000. Bonjour. Bonjour. En fait, j'aimerais bien vous demander si vous pensez que c'est possible de concilier la prospérité économique avec des mesures écologiques, ou alors lorsqu'on prend des mesures écologiques, elles nient forcément à la prospérité économique. Ah, bonne question. Qu'est-ce que la prospérité économique? Comment vous la définissez? Oui, bon. C'est important, c'est important. On se rajoute pas. Par exemple, quand on voit la Chine, elle a une bonne prospérité économique, mais après, niveau écologie, c'est un désastre. Donc, c'est un peu ce que je me demandais. Alors, si l'indicateur de la prospérité économique est le produit intérieur brut par habitant, alors là, on a un problème. Alors là, on a un problème parce qu'il y a un chiffre ici. Non, ça c'est une échelle. Désolé, j'ai bien fait des petits dessins. Merci. Donc, clairement, si vous prenez le PIB par habitant et l'empreinte écologique, vous avez, clairement, s'il n'y a pas d'activité économique, il n'y a pas d'empreinte, enfin si, en fait, il y a même de l'empreinte écologique sans activité économique, proprement dite. Mais c'est clair que plus vous avez d'activité économique, plus vous consommez d'énergie et vous en produisez, plus vous consommez de la matière, d'accord, et donc plus votre consommation, votre empreinte écologique est forte. Donc si le problème est que vous devez réduire votre empreinte écologique, clairement, de deux choses l'une. Ou bien vous réduisez le nombre d'habitants. C'est clair que s'il n'y a que 100 millions de personnes sur la planète, c'est plus facile que quand il y en a 10 milliards, c'est évident. Ou bien vous réduisez le revenu par habitant, puisqu'il y a une corrélation. On va dire, et ça va être le langage des éco-réalistes, de nouveau nos amis Valdewever et consorts, qui sont appelés des éco-sceptiques. Donc en néerlandais, NVA, réaliste veut dire sceptique. D'accord? Donc c'est les faux amis, vous voyez? Réaliste en flamand, de la NVA, c'est un flamand particulier, ça ne veut pas dire réaliste en français. Ça veut dire irréaliste en français. Vous avez ça, parfois dans les traductions, des faux amis. C'est un exemple. Donc vous pouvez évidemment faire de l'efficacité, améliorer votre efficacité, c'est-à-dire faire le même PIB avec moins d'énergie, moins de matière, d'accord? Et donc qu'est-ce qui se passe? La courbe, au lieu d'être comme ça, elle est comme ça. Ah, ça simplifie les choses. C'est déjà mieux. Évidemment, si vous avez une limite absolue à l'empreinte écologique que peut subir cette planète, ça vous mène quand même à rencontrer la limite. D'accord? Donc en fait, il faudrait, si vous voulez pouvoir continuer à augmenter le PIB par habitant, il faudrait à un moment que la courbe devienne plate. D'accord? Une asymptote. Mais ça, en fait, on n'a jamais observé. Et les lois de la thermodynamique nous disent que ce n'est pas possible. Aussi longtemps que les êtres humains sont des êtres incarnés, matériels, une partie de leur confort de vie est matériel. Et donc, si vous augmentez le nombre d'êtres humains ou que vous augmentez la matière qu'ils veulent avoir, posséder ou utiliser pour vivre, en fait, ça va continuer à monter. Et puis, vous passez la limite, et là, ça va plus. Et là, ça va plus. Donc, il faut faire ce qu'on appelle le découplage absolu. Ou alors se dire, figurez-vous, et ça c'est la bonne nouvelle, c'est que l'argent fait le bonheur. Je reprends le PIB par habitant.
Mais je mets autre chose ici. Vous allez dire que mes dessins sont un peu mathématiques. Mais je suis à l'université en mathématiques appliquées, voilà. On ne se le fait pas. Et ici, je vais mettre, on va dire, le bonheur. D'accord? Mais en fait, ce sont une quinzaine d'indicateurs de la qualité de la vie. Donc c'est évidemment le fait de pouvoir se déplacer, avoir des loisirs, manger, etc. Que constate-t-on? C'est qu'en effet, il y a un lien. L'argent fait le bonheur. Que quand on n'a pas d'argent, le bonheur n'est pas terrible, et puis ça augmente, et c'est à peu près une droite. Et puis, ça devient justement une asymptote. Donc en fait, qu'à partir d'un certain degré de PIB par habitant, le bonheur n'augmente plus. Donc pour ceux qui sont là, on va dire, une bonne partie des habitants de Chine sont encore dans cette partie-là, d'accord, une bonne partie des habitants d'Afrique sont encore là, mais clairement, ils devraient pouvoir arriver plutôt ici, pour vivre décemment. Il y a une composante matérielle à la qualité de vie. Tout n'est pas dématérialisé. Par contre, c'est clair que dans les sociétés dites développées, eh bien, on est bien au-delà du point d'inflexion. Et donc, là, il faut plutôt converger vers ici. Autrement dit, on peut bien vivre sans pour autant avoir besoin d'un PIB colossal. Je vais prendre des exemples faciles, parce que ça, c'est... tout le monde s'y retrouvera. Si, bon, espérons que vous viviez tous et toutes jusqu'à, je ne sais pas moi, 80, 90 ans, si vous avez envie de vivre, surtout avec le réchauffement climatique, avec des aliments frais, vous avez envie donc d'avoir à la maison ce qu'on appelle un frigo. Est-ce que vous avez envie d'avoir 2 frigos à la maison? Pas nécessairement, si le premier est suffisamment grand. Bon. Si sur votre vie, vous avez possédé 7 frigos, ou si sur votre vie, vous avez possédé un frigo ou 2 frigos, je ne pense pas que ça va beaucoup changer votre bonheur. Mais par contre, ça change beaucoup sur l'empreinte écologique. Parce que produire un frigo qui dure 50 ans, ça ne demande pas 5 fois plus de matière et d'énergie que produire un frigo, 5 frigos qui durent 10 ans chacun. Autrement dit, faire des biens d'équipement beaucoup plus durables réduit notre empreinte écologique. Mais on va donc en faire moins, bah oui. Et donc il faudra moins de gens pour les faire, bah oui, mais c'est déjà le cas aujourd'hui puisqu'on les fait fabriquer par des robots. Donc, oui, mais alors on aura besoin de moins de robots pour les faire. Et moins de robots, c'est moins d'emplois aussi. Oui, mais sauf que les robots sont fabriqués par des robots, de toute façon. Je dis. Donc on commence à dire, oui, mais donc on a un problème du côté de l'emploi. Oui, ça n'est pas faux. Ça n'est pas faux, parce que forcément aujourd'hui, dans nos vies, le revenu est lié au travail. Donc pas de travail, pas de revenu. Oui, bon, on vous donne des allocations de chômage, mais enfin, bon, pas trop longtemps et pas trop longtemps. Parce que quand même, si vous choisissez de rien faire, hein, ben, tant pis. Mais sauf que il n'est pas écrit dans les astres qu'il faudrait que tous les humains travaillent 38 heures semaine, 48 semaines par an et 47 ans sur leur carrière pour qu'on produise tous les biens et services dont on a besoin. Si ça tombe, on a besoin de beaucoup moins d'heures de travail humain. Et si c'est le cas, ben, il faut répartir ce travail humain de manière plus équitable entre tous les humains. Peut-être que la norme, c'est pas 38 heures semaine, peut-être que la norme, c'est 20. Puisqu'en plus de ça, toute une partie de nos activités sont faites par des machines maintenant. Et que les machines, de plus en plus, sont faites par des machines. Donc, ça n'a pas de sens non plus que les revenus liés au travail de toutes ces machines soient concentrés dans 27 paires de mains sur la planète. On peut répartir ce revenu de manière différente. Et là, on commence à voir, ah oui, donc il faudrait découpler une partie de la question de revenu de la question du travail. Et le travail lui-même, il faudrait qu'il soit réparti différemment. Et là, vous commencez à vous dire, ah mais merde, la transition, c'est pas juste réduire nos émissions de CO2 ou améliorer la biodiversité, c'est repenser le marché du travail, c'est repenser la fiscalité, on l'a vu tout à l'heure, c'est repenser la protection sociale, parce qu'on peut commencer à se dire, oui, mais alors, il faudrait qu'une partie des revenus soit inconditionnelle, l'allocation universelle, et qu'on rajoute à ça alors le revenu qui vient du travail, ou d'une autre activité, j'en sais rien, ah oui, ah non, ça n'est pas une mauvaise idée, ça. Et donc on se rend compte que tout tient. On va dire, oui, mais il y a un petit problème, c'est que on a besoin de croissance. Hein. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de croissance? Parce qu'il faut rembourser les intérêts, pas juste le principal. Ah oui, on vit dans une économie qui fonctionne à la dette. Et comme vous le savez, l'argent produit de l'intérêt. Et si l'argent produit de l'intérêt, ça veut dire qu'on doit rembourser plus que ce qu'on a emprunté. Donc il faut faire la croissance. Ah oui. Ah oui, mais alors peut-être que cette idée d'intérêt, ça n'est pas une très bonne idée. Peut-être que finalement,
le judaïsme, l'islam et la chrétienté n'avaient pas tout à fait tort en disant ben, en fait on ne peut pas prêter à intérêt. Peut-être qu'il y avait quelque part là une sagesse qu'on a eu tendance à perdre. Et c'est là que vous commencez à tirer sur la pelote de la transition et vous dites oui, il va falloir tout changer ici. C'est à la fois ce qui est excitant parce qu'on invente un monde nouveau, mais c'est aussi tétanisant parce qu'on dit oui, ça n'a pas l'air si simple que ça. Et c'est là de nouveau, et c'est là que je parlerai une seconde de démocratie, c'est que nous ne sommes plus, et c'est heureux, à l'époque où une personne sait ce qui est bon pour la société. C'est-à-dire le despotisme éclairé, parce que certains me posent parfois la question, est-ce que l'urgence de la transition n'est pas telle qu'il faudrait suspendre la démocratie à un instant, donner tout pouvoir à des gens éclairés, qui vont nous mener là où on doit aller. Le fait est que la transition est tellement complexe, on touche tellement à tous les paramètres de l'équation, que ça dépasse l'intelligence de n'importe qui. Je veux dire, on a beau s'appeler Emmanuel Macron, on ne sait pas tout. Et donc, c'est là que nos démocraties doivent devenir, et elles en sont loin, et là je rejoins un peu les revendications des Gilets jaunes, doivent devenir des outils de mobilisation de l'intelligence collective. Et donc pas simplement les mécanismes par lesquels on choisit ceux qui vont décider, mais plutôt des mécanismes qui nous permettent de faire émerger des solutions. Et donc pour ça il faut une démocratie beaucoup plus participative et pas seulement représentative. Déjà les représentants, c'est les travaux de David Van Rebo que je vous invite à lire. Ils peuvent être sélectionnés par élection mais aussi par tirage au sort. Et puis il y a des enjeux où il vaut mieux peut-être des mécanismes beaucoup plus participatifs, le référendum d'initiative citoyenne. On pratique déjà ça en Californie, en Suisse, etc., à intervalles réguliers. Et c'est peut-être le moyen aussi de collectiviser les choix. Je crois que les choix sont mieux acceptés quand ils viennent d'un processus où chacun peut se dire, en tout cas, si j'avais envie de participer, je le pouvais. Voilà. Et vous voyez, tout est dans tout et inversement, mais il est urgent de repenser le processus démocratique parce que la transition, elle se fera si nos sociétés sont capables de mobiliser toute leur créativité. Et ça ne marche pas juste uniquement en votant massivement écolo le 26 mai. Il faudra beaucoup plus que ça. Beaucoup plus que ça. Eh bien voilà, je vous propose de terminer ici, d'applaudir notre... Un petit cadeau de bienvenue, de remercier, un petit cadeau de départ. On a parlé du Brexit. Je ne sais pas s'il est bande dessinée. Eh bien, je vais lui donner quelque chose de rare. Spirou a sorti hier un spécial Brexit. Voilà, un spécial Brexit. Ceci, c'est à boire. Et c'est du vin des coteaux